Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone 2 podcast. Aujourd'hui, on va pas parler de Zone 2, enfin, à moins que vous fassiez une reconversion professionnelle. Il y a un an, on avait fait venir Alexis du coup pour un podcast avec nous et on s'est dit le tournage n'était pas assez lourd. Du coup, on t'a demandé de venir avec Momo, avec Mohamed. Mohamed, il a fait oh l'enculé. J'ai ramené ce qui se faisait de mieux chez nous. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que, selon vous, avec ce que vous avez vu la dernière fois à notre training camp, est-ce que les crossfitters sont forts? Assez forts? Pour des crossfitters ou pour de la force au sens large? De la force au sens large. Pour les sports de force au sens large, impliquant crossfit, haltéro, force et autres sports demandant de la force. Je peux pas dire qu'ils sont forts au sens large. Voilà. Je peux dire qu'ils sont faibles au sens Je peux large. pas dire qu'ils sont faibles non plus. Mais par contre, ce qu'on a pu voir, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que les techniques étaient plutôt bien maîtrisées. Je m'attendais à avoir plus de déchets techniques, honnêtement. Donc ça, c'était un bon point. Maintenant, on voit qu'il y a, je pense, pas mal d'axes à creuser sur le développement, notamment de la chaîne postérieure, par rapport au squat, plutôt le côté soulevé de terre, Ouais. qui est peut-être un peu plus délaissé forcément dans votre pratique. Il y a plus de flexion avec l'haltéro, etc. Donc peut-être un axe à prendre là-dessus, avec des performances qui pourraient être bien meilleures peut-être sur le squat grâce à un terre qui serait plus élevé à côté. Parce que du coup, quand on a fait donc le dernier training camp qu'on a fait, il y a 2 semaines, on vous a fait venir et vous avez fait faire un SBD aux pratiquants. Et toi, C'est d'ailleurs le meilleur truc du training camp. Tout le monde a adoré. Si vous voulez, pour le prochain training camp de 3 jours, on peut faire du coup 6 SBD. Matin, midi, soir. Avec le bulgare. on ramène ce méthode, voilà, SBD. Du coup, selon toi, selon ce que tu as observé, tu les as vus squatter plus lourd en ratio de ce qui serait dû deadlift? Ouais, si on calcule enfin, s'il y a un déficit à creuser, c'est ça. Plutôt le deadlift qui est un petit peu plus bas que. C'est quoi le bon ratio pour vous? Deadlift squat pour un sportif de force comme un crossfitter? Dure question. Ouais. Ouais. Jamais Je suis en train de faire mes calculs. Moi, j'ai tendance à dire pour un crossfitter entre 80 et 85%, mais je sais pas si c'est. Si tu squats 200, faut des livres de 40, quoi, à peu près, non? Ouais, entre 2,40 et 2,50. 1,2 fois le squat, Ouais. je dirais à peu près. Mais c'est 20% de plus. c'est jamais ce qui arrive. Hein. Enfin, tu as pu le voir, ceux qui squattaient 200, ils ont fait 2,30. Non, mais j'ai 2,30 en forme, mais là, c'est training. Ouais, le delta, il est pas assez important, je pense. Mm. Et une chaîne postérieure qui serait plus forte, ça permettrait de soit avoir moins de plateaux de stagnation peut-être sur un squat, soit potentiellement éviter certaines blessures ou quoi, je pense. Vas-y. Pour moi, c'est aussi dû à la pratique. Parce que même qu'on voyait que sur le deadlift, le départ était comme un départ d'épaulé à chaque Ouais. fois. Et du coup, en termes de tirage et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé pour faire un deadlift. Ouais, C'est entre le départ d'épaule et de deadlift. ouais, c'était Ouais, hybride. c'est ça. C'était C'est hybride. ça, c'est ça. Personne ne sait vraiment deadlift correctement, quoi. Bah en fait, ouais, Techniquement, c'est compliqué. c'est plus des départs de tirage lourd, comme il dit, et du coup, tout l'aspect protraction, neutralité, c'est pas vraiment maîtrisé pour optimiser le côté deadlift. On voit beaucoup de départs en très grosse extension, finalement, comme pour travailler une partie d'haltéro, alors que c'est un mouvement de force, donc ça se pratique différemment. Ouais, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais il faut réussir à faire comprendre aux crossfitters qu'un départ d'épaulé, tu cherches à donner un max de verticalité à la barre parce que tu dois passer dessous, alors qu'un deadlift, faut juste la lever et faire son extension. Du coup, faut être compact, C'est ça. plus du tout la même chose. C'est deux pratiques différentes, et encore une fois, si tu veux travailler ton haltéro, tu mets du tirage lourd. Si tu veux travailler ta force, tu mets du deadlift. Mais c'est deux pratiques qui sont encore, pas opposées, mais différentes. Mais encore, il y a des personnes qui sont très fortes en deadlift et très nulles en tirage lourd. D'épaulés, par exemple. Parce Ouais. que c'est des positions qui sont pas totalement les mêmes. différentes. Et ça demande beaucoup plus d'engagement au niveau de la chaîne antérieure sur le tirage d'épaule et d'arraché. Bien sûr. Et après, tu les vois, ils sont en deadlift, ils sont très forts. Tu te dis, ouais, en tirage, ils doivent être bons, mais au final, leur tirage, il ressemble à rien, quoi. Produire de la force avec de l'extension et produire de la force en neutralité, c'est pas tes mêmes chaînes qui sont engagées, et tes ratios de force sont différents. Ouais. Ouais. Puis même dans les sports comme l'haltéro, moi, j'y vais beaucoup en ce moment dans les salles d'haltéro, et tu fais du deadlift, ils te regardent. Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que tu fais, jeune? Normalement, le deadlift en haltéro, c'est jambes tendues, quoi. C'est Ouais. romanienne et puis. Alors que c'est dommage, puisque justement, pour bâtir une chaîne postérieure solide,
Pourquoi pas faire du deadlift comme un forceux en étant haltéro? Les charges que tu vas pouvoir employer, elles vont être plus grosses, les répercussions vont être plutôt intéressantes, je pense. Mais vous disiez, là, il y a 2 secondes, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui écoutent les podcasts, qu'un deadlift pouvait aider à casser les plateaux sur le squat. Est-ce que tu peux creuser un peu dessus? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent et... Ben, pour moi, quand j'aborde ce principe-là, sur ton squat, t'as quoi? T'as de la flexion et de l'extension de genoux, t'as de la flexion et de l'extension de hanche, ok? Pour sortir de ta zone basse au squat, donc pour relancer ton mouvement, il te faut de l'extension de hanche, il te faut des forts adducteurs, etc. Et ça, sur un deadlift, tu vas pouvoir le mettre encore plus en action qu'un squat. C'est le mouvement maître sur l'extension de hanche, un soulevé de terre. Donc si tu arrives à surcharger ton soulevé de terre, ton extension de hanche, par définition, elle va être plus forte. Et donc, tu as un transfert qui est potentiellement possible sur ton squat aussi. Ouais. Donc, ton extension de hanche, si elle est limitante sur ton squat, elle le sera moins. D'où aussi le sumo deadlift comme presque assistance au squat aussi. Ouais, carrément. Carrément, parce que du coup, on a tendance à le sous-estimer, mais l'adducteur, il est extenseur de hanche une fois que tu es en zone basse sur ton squat. Et donc, forcément, le fait de travailler avec de l'abduction de hanche, tu vas recruter encore plus ces muscles-là, et donc potentiellement avoir un transfert aussi là-dessus. Si tu as un gain de force sur le sumo deadlift parce que tu mets plus en action tes adducteurs, ça peut avoir des réels intérêts sur le squat. Ouais, parce que moi, quand j'en mets des fois à mes coachings, ils en ont jamais fait en fait. Enfin, un crossfitter, sumo deadlift, il y a très peu de box de crossfit qui vont mettre du sumo deadlift, ou même des programmations qui vont mettre du sumo deadlift en exercice vraiment de développement. En fait, je pense que ça demande une part de maîtrise aussi. Donc, tu vas devoir prendre du temps pour apprendre le mouvement avant de pouvoir réellement enclencher un cycle de progression dessus. Donc, c'est le ratio bénéfice et rentabilité. Et vous, contrairement à nous, vous avez moins de temps à allouer au développement de la force. Donc, c'est compliqué de le mettre en place. Après, si tu es sur un suivi individualisé, je pense que vous pouvez fonctionner différemment. Mais sur de la prog généraliste, c'est compliqué d'intégrer le sumo si les mecs n'en ont jamais fait. Ouais, je pense que si. Hein. Si tu mets un petit cycle où tu en mets une fois par semaine au début et juste en tant qu'assistance, justement, genre après inter par exemple, un truc comme ça. Et après, pour préparer un prochain cycle, justement, je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Mais il faut que tu aies un regard pro et objectif pour la correction, par contre, au début. Parce que je pense que si tu lances un sumo dans la prog, mais qu'il n'y a pas forcément de retour ou de contact entre le coach et la personne, tu vas avoir beaucoup de dégradation technique au début. Et le plus souvent, ce qu'on voit, c'est des athlètes qui cherchent à démarrer extrêmement bas. Et finalement, ils squattent leur deadlift. Donc, tu vois, c'est souvent les cas qui reviennent. Donc, oui, on peut l'intégrer, mais il faut que ça soit bien encadré, quoi, comme d'habitude. Et pareil, t'en as aussi, généralement, quand tu mets du sumo sur une première fois, les personnes avec l'appréhension vont faire un deadlift en tradi. Donc, du coup, avec les jambes presque tendues, en position sumo, mais jambes presque tendues et venir juste tirer. Donc, du coup, là, le travail, il n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace non plus. Ouais, de Romanian sumo, c'est ça. là. Ouais. C'est soit tu squattes ton sumo, soit tu fais un tradi jambes écartées. Mais c'est rarement bien placé dès le départ. Ouais. C'est moins instinctif. Du coup, ça donne la bonne transition pour la question d'après. Sur le training camp, quelles sont les erreurs techniques? Parce que tu disais que c'était pas trop mal quand même. Quelles sont les erreurs techniques que vous avez le plus notées? Et comment est-ce qu'on peut les corriger le plus rapidement, quoi? Sur le squat, le truc qui m'est venu le premier, c'est sur le bracing. En fait, prendre le bracing... Ouais, avec les clavicules. Ouais. Du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace et de plus efficient. Ouais. Et pour moi, c'est le bracing où il y a vraiment un gros travail dessus. Parce qu'après, c'est mon opinion, mais changer un pattern, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Merci. Optimal, sachant que vous, dans votre pratique, vous êtes beaucoup en extension. Donc, si tu cherches un max sur le squat, pourquoi pas. Mais si tu veux avoir un transfert sur ta pratique, pour moi, squatter en ayant cette extension-là que tu vas retrouver pour plus tard, ça peut être intéressant. Mais pas forcément ce qui est le plus optimal pour un vrai max. Pour un vrai max, pour vraiment faire monter le squat. C'est ça. Mais du coup, comment tu fais? Quand tu fais tes séries normales, tu fais une extension, et quand tu fais un max, tu viens verrouiller, faire un vrai bracing? Moi, je pense qu'il faut trouver un hybride. Il faut essayer de faire un bracing, non? Tu fais un hybride, Mais de toute manière, désolé, je te coupe, mais
le fait de faire un squat, par exemple, même pour un crossfitter, de mettre la barre un peu plus basse, mais parce que tu as des fois des mecs qui mettent la barre, qui veulent squatter en barotte, mais qui font le portefeuille, quoi. Qui font les fesses en avant et après qui lèvent. Teaser. Ou le stripteaser, si Ouais, tu j'aime bien préfères. ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas Alors mal. que ils gagneraient à mettre la barre un peu plus basse et ils auraient même beaucoup plus de transfert sur leur haltéro et leur front squat. Bah, en fait, un barotte, c'est pas un bar cervical, tu vois. Un barotte, c'est juste la barre qui repose sur les trapèzes supérieurs. À partir du moment où c'est trop haut, que ce soit pour un haltéro, un crossfitter, enfin, ça, c'est efficace pour personne, tu vois. Il faut que ta barre, elle repose sur tes trapèzes sup. Et donc, oui, parfois, le fait d'abaisser très légèrement, on est loin d'être sur un bar basse, on est toujours sur un barotte. C'est juste qu'elle est bien positionnée. À partir de là, c'est ton standard de base, quoi. C'était la première consigne que tu m'avais donnée quand on Ouais, avait ouais. commencé le coaching. Et j'ai toujours encore aujourd'hui des gens qui me répondent à mes stories, mais pourquoi tu squattes en barre basse? Et je suis là en mode, mais non, je suis pas en barre basse. Et je pense que il y a aussi les vidéos par exemple, de Liu Xiaojun qui squatte en mode, la barre elle est très haute. Oui, Et mais du coup, les gens ils s'identifient à ça. Ils se si disent, tu regardes, elle est sur ses trapèzes supérieurs. C'est juste qu'il y a des trapèzes, c'est des dodanes. Donc forcément, ça monte haut, tu vois. non, mais c'est vrai. Vous faisiez un signe de la tête, vous pensez que je squatte en barre basse. Alexis, règle-leur compte, s'il te plaît. Bah, On rigole, pour ça moi, va. tant que ça repose sur les trapèzes supérieurs, barotte. Oui, Si oui. t'es en barre basse, c'est deltoïde postérieur et ultra barre basse, comme on peut le voir. Après, c'est en dessous. Mais... Ouais, c'est Pas sur les trapèzes sup, toi. Si. Si. Alexis, si. Ah ouais, bah, les trapèzes supérieurs, ça vient jusqu'ici. Ils sont au-dessus de l'épine. Ils sont au-dessus de mon épine. Hein. Le problème, en fait, Tu vois, du coup, ça illustre bien l'idée, l'imaginaire des crossfitters sur le squat barre haute, barre basse et des haltérophiles aussi. ce qu'on Parce veut que sur moi, la. je squattais comme lui avant. Ouais. Et il me disait, ouais, tu squattes en barre basse et tout. Et quand il est passé en coaching, Il a avec toi, retourné sa non, veste. Clairement. Escroc. Pour le coup. Pour moi, ce qu'il faut chercher, c'est juste un socle stable pour pas que la barre bouge au moment de l'effort. Si quand tu viens lutter sur tes 95% et plus, t'as ta barre qui commence à prendre de l'inertie et rouler en direction de ta nuque, c'est que ta barre elle est mal placée ou alors t'as une technique qui se dégrade. Mais la plupart du temps, c'est le placement de barre. Donc si la descente de 1 ou 2 cm, ça te permet d'avoir un socle stable, déjà en termes de sécurité, c'est bien mieux, et même en termes de performance, c'est bien mieux aussi. Ouais. Qu'il y ait 1 cm de plus ou de moins, sur ton haltéro, ça changera rien du tout sur ton développement. Hein. Souvent, l'argument des haltéros et des crossfitters sur ça, c'est ouais, mais je veux que mon squat ressemble à mon front squat. Et souvent, c'est l'inverse qui se passe, c'est quand la barre est trop haute, tu fais le stripteaser. Et quand la barre est un peu plus basse, vu que les leviers sont un peu réduits, il y a plus de verticalité souvent. Ouais, mais si tu veux que ça ressemble à ton front squat le plus possible, fais du front squat. Et quand tu fais du barotte, tu fais du barotte. Enfin, pourquoi ressembler à un front squat si tu fais du high bar? Tu fais soit l'un, soit l'autre, et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir un barotte à 150 avec une barre mal placée qui roule et du coup, tu es limité à 150 parce qu'elle t'emporte vers l'avant, ou tu arrives à initier un cycle de progression parce que tu as une meilleure technique et tu montes à 160. Moi, je pense que les gains, même sur l'haltéro ou quoi que ce soit, il y aura plus de transférabilité parce que tu as 10 kilos de plus au squat. Hein, c'est sûr. Pour 1 cm de moins. Et par rapport à ma question, quand du coup, moi, le truc sur le bracing, ça m'a super bien servi, pour le coup, pour le front squat et tout. Mais du coup, je me suis dit, merde, en fait, ça se dégrade par rapport à ma position quand je fais du clean ou du snatch, je suis moins en extension. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tout le temps du bracing dès que je fais, enfin, tout le temps de bracing en regardant par terre et tout? Ou est-ce que je fais un hybride, parce que j'avais tendance à regarder devant au back squat et tout, genre bien devant, voire un petit peu en haut, pour être bien comme ça. Je savais pas, en fait, comment on se retrouve, en gros. Bah, de mon point de vue, ça dépend ce que tu veux travailler. Est-ce que c'est une assistance à ton haltéro ou est-ce que tu souhaites performer en force sur ton squat? Je pense que tu peux adopter 2 techniques un petit peu différentes. Ou alors un hybride qui te permet d'avoir le bon compromis entre les deux. Après, sinon, quand tu fais du front squat, justement, tu cherches cette extension. Cette extension, donc là, tu recherches beaucoup moins de bracing et de neutralité. Et quand tu fais du back, tu cherches cette neutralité. Voilà, mais il faut pas aller à l'excès en voulant faire de la force athlétique non plus. Le but, c'est pas de te fermer totalement et changer totalement ton pattern. Parce que là, l'objectif, c'est juste intégrer le bracing pour créer un caisson de rigidité étanche, que tu résistes bien, mais on va pas te demander de tout optimiser comme un powerlifter, tu vois. Parce que en front squat, ce qui limite, c'est la position en extension. C'est pas en soi, c'est pas du tout les cannes ou le bracing qui. Bien sûr, ouais. C'est vraiment, le maintien postural. C'est le haut du dos qui lâche en général, qui fait que tu as la barre après qui glisse. Ou perte de trajectoire aussi. Mais ouais, le plus souvent, c'est la perte posturale sur un front qui est limitante. Ouais. Du coup,
On a dit bracing. Pour le squat, ouais. On a dit la position de la barre, là. Du coup, on vient de parler de la position de la barre. Ouais. Quoi d'autre? Un dernier point, moi, que j'ai remarqué, c'était la gestion des tempos. Ouais. On avait les athlètes qui avaient très souvent tendance à se relâcher en bas, Ouais. avec, on va dire, les 30 derniers pourcents où il y avait beaucoup moins de tonus sur la phase excentrique. Ça se voit beaucoup. Et par souvent. conséquent, bah, au moment du renvoi, alors tu peux peut-être avec l'effet rebond renvoyer sur les premiers centimètres, mais au moment où tu vas arriver sur ton point d'accroche, ton sticking point, ça va être difficile de faire la transition. Donc ça, pareil, amener du tempo un peu plus contrôlé jusqu'en bas pour relancer plus efficacement, c'est intéressant. Et ça, on le voit très souvent sur les crossfitters. Ouais, c'est un peu pour moi des formations professionnelles avec l'haltéro, les chutes et tout, où tu cherches vraiment à descendre très 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 rapidement. Mais du coup, ça se voit beaucoup quand tu... Même ça s'est vu, j'ai plus son nom, c'était une athlète qui descendait très rapidement, galérait en bas, elle remontait un peu, elle redescendait, elle faisait un rebond et elle repartait. Et du coup, j'ai oublié son nom, je peux pas te dire. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ce manque en fait, de tension qui fait que même si tu renvoies, t'as pas assez de jus pour casser les sticking points. Cette perte de tension, elle peut t'amener de la difficulté à maintenir le côté posture. Parce que du coup, le bracing, pareil, si tu te relâches complètement, il va avoir tendance à se relâcher aussi. Tu vas prendre un peu un mur en arrivant en bas. Donc posturalement, ça peut relâcher. Et sur ta production de force aussi. Tu vas pas pouvoir monter crescendo en montant en puissance progressivement. Tu vas prendre un rebond et ensuite tu vas devoir vite réagir. Donc ça répond moins bien généralement sur un max. Du coup, vous donnez quoi comme consigne technique à un crossfitter par exemple, quel conseil vous donneriez à un coach de crossfit qui doit donner cette consigne à ses athlètes? Vitesse de descente équilibrée, quoi. Ouais. T'as la même vitesse du début à la fin de ta descente. Et pas se lâcher en bas. Ouais. Parce qu'il y a souvent la tendance de déformation professionnelle, tu disais, de voir les haltérophiles se chercher un gros rebond. Et du coup, après, les gens essaient de le reproduire par mimétisme. Mais je sais pas si c'est vraiment optimal, en fait, au final. Mais pour moi, c'est pas ce qu'ils font, les haltéros. Hein. Pas tous, En mais squat. Bah, ça dépend s'il le fait bien ou pas, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, Bah ouais, mais au final, si au début de son mouvement c'est rapide et qu'en bas il y a la même vitesse, c'est Oui, pas c'est ce ça. qu'ils font. Moi, Même vitesse, mais pas d'accélération. Voilà, Ce oui. que je te non, mais dis, y a c'est pas de- vraiment avoir une vitesse équilibrée sur la descente, quoi. Tu dois pas avoir de changement de vitesse sur une même phase, en fait. Ok. On prend tous l'exemple du chinois Luke Xiaojun, son squat il est équilibré au niveau de la descente, quoi. Ouais, mais tout même le si, monde- même tout si le c'est monde a vu rapide, des c'est pas vidéos. gênant. Tant que t'as pas cette perte de tension en bas. Oui, mais parce que dans l'imaginaire des gens, il faut prendre le rebond et même en front squat, quand tu fais un clean, il faut prendre un rebond, etc. Mais tu as quand même du contrôle sur ton rebond. Tu sais, c'est comme, Les gens croient que c'est pas contrôlé, quoi. c'est comme au développé couché chez nous. Il y en a qui viennent uniquement faire du soft touch et d'autres qui viennent s'enfoncer. Ça s'appelle le sink. Le sink, chez un athlète qui est bien fait, il y a de la tension qui est générée. Chez quelqu'un qui le maîtrise mal, il va juste venir s'écraser complètement avec la barre qui lui enfonce la cage. Ok. Visuellement, pour un non-averti, tu as l'impression que c'est la même chose. Au final, c'est complètement différent. Mais on avait eu cette discussion sur WhatsApp. On parlait justement de ça, de la tension. Et tu me disais, tu le vois sur les vidéos des haltérophiles de haut niveau, ce que tu disais, Jules, il y a 2 secondes, et les haltérophiles de niveau plus régional, interrégional. La capacité à garder l'attention sur le rebond à l'épaulé, enfin sur la réception à l'épaulé, et que ça se voyait même visuellement en fait. Et j'avais trouvé ça intéressant. Ouais, bah, c'est de la maîtrise technique qui vient avec le temps aussi et l'expérience. Hein. Ouais. Puis la capacité à vraiment garder l'attention et pas... Parce que souvent, au CrossFit, on a le dogme de il faut squatter profond. Oui. Et il y a des gens qui squattent profond, mais qui, sur les derniers centimètres, ils ont plus aucune tension. Vraiment. Bien sûr. Et du coup, moi, je me rappelle quand tu me faisais faire du pause squat, tu me faisais faire des pauses 1 centimètre au-dessus de mon amplitude de squat classique pour travailler ça, justement, et progresser sur cette capacité à garder l'attention, à la maîtriser. Et... Bah, c'est la différence entre être passif tout en bas et avoir une amplitude qui est active où tu es capable de produire de la force. Ouais. D'autres erreurs techniques? Sur le squat, c'est tout. Okay. Bench, le leg drive. Bench, leg drive, le grip. Ouais. Le grip, on a fait un gros point dessus. Et il y en a qui ont senti des bénéfices directement. C'est quoi un bon grip, un mauvais grip du coup, pour Bah, ceux qui n'étaient pas là? Toujours le même principe, la différence entre le côté passif et actif. Sur le grip, il suffit pas de juste avoir la main fermée sur la barre.
Ok, il faut initier de la tension et de la pression aussi grâce aux doigts et que de préférence la barre soit placée basse dans ta paume de main de sorte à ce que le vecteur de la barre soit dans l'axe de ton avant-bras, dans l'idéal. On a des meilleures tensions et des meilleures activations sur la chaîne scap et que vraiment les doigts appuient à fond sur ta barre pour rigidifier le tout, quoi. Ça évite d'avoir les poignets qui bougent quand tu forces. Ouais. Donc c'est le bout des doigts sur le dessus de la barre. Enfin, le bout des doigts. Le bout des doigts, la phalange du haut, tu peux fermer naturellement, mais il faut qu'il y ait cette action et cette volonté d'écraser ta barre ou de la serrer, tu vois. Tu dois pas juste fermer pour la maintenir. Faut créer de la tension. La tension aussi, on avait dit. Enfin, comme au squat en fait. C'est ça. C'est une question de tension aussi. T'en as beaucoup qui se relâcher complètement. Et en fait, arriver en bas, c'est beaucoup plus compliqué Et encore, vous les avez forcés à faire des pauses à la claque, mais si on avait fait du touch and go, vous auriez halluciné, je pense. Oui. Et du coup, après, t'as les erreurs de fesses qui décollent plus rapidement avec le touch and go aussi. Ouais. Quoi d'autre au bench? Au positionnement des pieds, non? Ouais, en rapport avec le leg drive. Positionnement des pieds souvent trop vers soi. Ouais. Soit en pointe de pied initialement, comme monsieur. Soit en arrière, mais du coup, leg drive qui est mal dirigé, du coup, avec des fesses qui se lèvent. Donc, juste le fait d'avancer les pieds et donner la consigne de pousser vers l'avant et dans le sol, ça permet de mieux rediriger les forces et du coup, mieux initier la remontée de barre aussi. Après, il y a beaucoup aussi des omoplates. Moi, je remarque que les gens qui s'allongent à plat et qui benchent comme ça et qui ont souvent des douleurs devant et qui ont du mal à vraiment faire ça. En gros, ils comprennent les omoplates en arrière, mais pas vers le bas. Enfin, ils avaient du mal quand tu leur as montré. La rétraction, mais pas la dépression. C'est normal parce que c'est un pattern qui est souvent utilisé, notamment en haltéro, la rétraction, d'accord, le fait d'être fixé. Par contre, la dépression, le fait d'abaisser la scapula, ça, c'est pas trop maîtrisé, je pense, ou moins en tout cas. Et donc, au bench, pour le conscientiser, ça me prend un peu plus de temps, quoi. Mais le fait d'avoir cette dépression, ça te permet d'avoir les dorsaux actifs et de générer aussi un peu plus de force. Donc ça, pour le bench, c'est à peu près tout. Et après, sur le terre, c'était le slack. De toute façon, à chaque fois, on revient sur la même chose. C'est la tension, soit de l'athlète, soit de la barre. Pour produire de la force, il t'en faut. Donc, c'est toujours le même principe. Ouais, la tendance à vouloir arracher la barre dès le départ plutôt que de mettre de la tension sur le mou de la barre. Parce que souvent, les gens, ils sont pas... En fait, ils n'ont pas de connaissance sur le principe de slack. Est-ce que justement, expliquez-nous ce que c'est le slack, comme ça, les gens qui écoutent le podcast, qui font du crossfit, parce que c'est au deadlift, mais on en a parlé aussi au squat, au training camp. Donc, voilà. Même par extension, tu peux l'avoir au bench. Oui, aussi. Oui. Je le fais ? Je peux le faire si tu veux. Fais-le. Ok. En gros, tu compléteras si j'ai oublié quelques trucs. Mais en gros, le principe, c'est de mettre en tension, que ce soit la barre ou même le corps. Et de partir, en fait, en ayant... par exemple sur le terre, en ayant la barre déjà en tension et de ne pas avoir cet effet de mou en fait, et cet effet d'à-coup. En gros, le principe, c'est ça. C'est de démarrer en ayant déjà une tension. Ouais, parce que quand on prend la barre, il y a un petit jeu. C'est ça. Et le but, c'est de mettre de la tension sur ce jeu au maximum. C'est ça. Sur le terre au départ. Et au squat, au moment de déraquer, pas déraquer d'un coup sec. C'est ça. Ça évite un peu le fait de te prendre un mur en fonction de la charge que tu as, tu vois. En fait, ça, c'est des déformations qu'on peut voir avec des athlètes qui ont énormément l'habitude de travailler sur des charges sous maximales. 70-80%, tu peux te permettre d'adopter des techniques où tu envoies un petit peu plus, tu fais moins attention à ces phénomènes de tension. Sauf que quand tu arrives sur 90 ou 100%, si tu liftes de la même façon, du coup, tu vas... au soulevé de terre par exemple, si tu mets pas en tension ta barre, tu vas te prendre un mur, tu peux avoir des relâchements posturaux et donc faire des fails à cause de ça, pas par un manque de force mais juste par des postures qui se relâchent et du coup une technique qui se dégrade, quoi. Surtout que le terre comparé aux deux autres lifts, il n'y a pas de phase excentrique. Ouais. C'est ça. Donc c'est toi qui dois la générer volontairement, tu peux pas utiliser la phase excentrique pour générer de la tension, tu pars de zéro, donc tu es obligé de mettre en tension cette flexibilité de barre et partir à partir d'une barre qui est déjà tendue. Et là, ça s'est beaucoup vu sur le training camp, que en gros, beaucoup, quand tu commençais à tirer, tu avais les fesses qui se levaient directement, et après, en fait, c'était un RDL, quoi. Ça, c'est un classique, ça. C'était un RDL, classique avec les genoux qui rentrent un peu, vraiment. Donc, c'était l'un des points les plus importants. Parce que la plupart du temps, encore une fois, on cherche à squatter son deadlift.
On se dit, pour avoir le placement vertical le plus possible au niveau du tronc, il faut que j'abaisse mes hanches. Mais ça, encore une fois, à 70-80%, tu peux le faire. Sur du lourd, les hanches, elles vont monter jusqu'au point où elles vont être fortes, et ensuite, ça va décoller. Du coup, vous, comme cueing, ce que vous donneriez sur le terre, c'est rehausser un peu les hanches. Ça dépend de l'athlète. Hein. Il y en Ouais. a qui vont pas le faire d'eux-mêmes. On en a vu qui avaient les hanches très bien placées dès le début. Hein. Et qui mettaient pas assez de tension sur le slack. Ouais. Ok. Donc le cueing pour mettre de la tension sur le slack. Bah, juste initier une phase de tirage pour tendre la flexibilité de la barre, et ensuite faire une phase de poussée pour la décoller. Ouais, c'était Je pense fait un que peu. c'était surtout au début. Il y en a- Et il faut C'est pas ça. être brusque. Ouais. Ouais. Ton mouvement de deadlift, tu dois vraiment le voir comme un mouvement d'accélération, pas comme un mouvement de vitesse instantanée. Si tu mets une vitesse instantanée contre quelque chose qui est en poids mort, c'est obligé que tu prennes un à-coup ou un mur. Alors que si tu montes progressivement, tu vas pouvoir réguler ta posture au fur et à mesure et créer de la tension au fur et à mesure aussi. Et pour vous, tous ces tips, il faut combien, enfin, vous en power, vous observez des phases de combien de temps avant que ce soit digéré et mis en pratique sur du lourd? Genre, si vous donnez un tip à un gars, il faut combien de semaines pour que... Ça peut être direct, non? Ouais, ça, tout dépend de l'athlète. Tu as des athlètes qui vont réussir à le mettre en place très rapidement et d'autres pas très rapidement. Pas du tout. Voire pas du tout. Voire pas du tout. Non, mais t'as Et- plein d'individualités, quoi. Ça dépend. Est-ce que le mec fait déjà ce sport depuis longtemps ou pas? Est-ce qu'il a une bonne conscience de son corps, de son mouvement? Des fois, t'as des athlètes qui commencent l'AFA mais qui intègrent très vite parce que c'est des athlètes qui ont fait beaucoup de sport en étant plus jeunes. Donc les schémas moteurs, la conscience dans l'espace, etc., elle est bien meilleure. Et par exemple, quelqu'un d'avancé, vous lui donnez, il faut rejoindre en coaching, vous lui donnez un nouveau tip qu'il n'a pas eu avant. Lui, ça va être beaucoup plus dur, non? Ça va mettre beaucoup plus de temps pour être intégré. Ouais, bah s'il a intégré des mauvaises techniques auparavant, depuis des mois ou des années, c'est sûr que pour changer un schéma moteur, il faut s'accrocher. Ouais. Genre moi, ça a pris combien de temps pour... Ça dépendait... Bon, il y avait plein de cueing, mais... Il y a des trucs que j'ai mis en place assez vite. Il y a des tips en 3-4 séances, Ouais. enfin en un bloc, allez. En un bloc de 4 semaines, tu peux arriver à avoir des très bons retours déjà. Ouais, c'est vrai. Et d'autres, tu vas prendre 6 mois. Et d'autres, tu vas arriver à gratter petit à petit, mais il y aura toujours le défaut parce que c'est peut-être une lacune, une faiblesse qui a vraiment du mal à partir, quoi. Parce qu'une question que j'avais posée sur Training Camp, c'est en gros, comment arriver, nous, dans le CrossFit, il y a beaucoup le truc de se hyper pour des barres, de s'énerver, machin. Ouais, nous aussi. Hein. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde oublie toutes les consignes techniques, vu qu'il y a énormément de mouvements. Et en gros, un truc que je t'avais demandé, c'est comment tu fais pour te rappeler de tout ça, alors que dans ta tête, t'es en mode max d'intensité, max d'énervement. Comment tu fais pour te rappeler de bien bracer? Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive, c'est que je perds toutes les positions dès que je m'énerve un peu trop. Et j'y vais juste avec la force et ça passe pas. Parce que tu le fais pas assez régulièrement. Bah, la hype, déjà, ça s'entraîne, hein, c'est comme tout paramètre. Il faut arriver à avoir le bon dosage. Si tu arrives un petit peu moins activé, mais que à côté de ça, techniquement, tu es beaucoup plus concentré, tu vas peut-être avoir un meilleur retour sur investissement. Tu vois, si je te dis n'importe quoi, tu as un potentiel de faire 250. Si en étant hypé, tu fais n'importe quoi techniquement et tu arrives à faire que 240 à cause de ça, et que non, tu diminues un petit peu ton côté hype, mais par contre techniquement tu es meilleur, tu vas peut-être faire 2,45 ou 2,50, tu vois. Donc c'est apprendre à gérer la bonne dose d'activation et de gestion technique. Parce que tout le monde peut devenir fou, mais tout le monde peut pas arriver à faire un max en gérant ça, quoi. Mais bon, c'est dur de doser sa hype aussi. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne, ouais. Ça s'entraîne. Vous arrivez à l'entraîner, vous? Ouais. Vous dire, ok, là, je m'énerve, mais pas plus que ça. Et en fait, en fonction des cycles, on a des cycles où on va avoir tendance à pas du tout se hyper volontairement, ou bien des séances principales et secondaires. À titre perso, quand je me prépare pour une compète sur le dernier bloc de picking, donc là où on va chercher le plus lourd pour amener la compétition. Mais c'est qu'il y a, Mohamed? Je mets des gros coups de boule dans les murs. Ouais. Je bois du café. Bon, ça c'est vrai. Mais du coup, ça n'arrive que sur une journée dans toute la semaine. Ouais. Tous les autres jours sont Je destinés suis à plat. Tous les autres jours sont destinés au travail technique et je me hype pas volontairement. Pareil pour la musique, tu vois, c'est un stimulant, ça se cycle. Il y a des jours où je vais avoir des musiques plutôt énervées, d'autres plutôt calmes. Tous les systèmes de stimulation, comme la hype mais autre chose, ça se cycle. Et ça, il faut apprendre à le gérer correctement.
Et même, ouais, c'est vrai, mais en plus, c'est intéressant ce que tu dis, même la musique. Hein. Parce que moi, j'ai ma playlist de hype au squat. Ah oui? Et elle sert que pour le squat principal, tu vois. Genre les autres jours, je la mets pas. Je suis obligé de changer. Pourquoi vous rigolez? Je sais pas, c'est lui, il est bizarre. Tu te moques de moi? Pourquoi tu te moques de moi? Non, mais ça change là. Non, mais. C'est pas vrai, elle marche en plus. Dit-il. Il y a des musiques espagnoles dedans? Non, justement. Moi, je suis venu ici, j'attendais la paella, il m'a dit non, elle est pas prête. Justement, les musiques espagnoles, c'est pour les jours où je me hype pas, tu vois. Il se prend des barres sur le front. Je me prends des barres sur le front. Mais toi, tu parles, mais ça fait 6 mois, t'as pas levé une barre, t'es cassé en deux. Bah non. Je suis venu pour ça, moi. Allez, sortez le popcorn. Mais oui, oui. Non, mais du coup, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que même, tu vois le dosage de caféine, est-ce que tu le modifies toi Ouais, ouais. aussi? Ça se cycle, ouais. Tu vois, sur un bloc de 4 semaines, Non, mais ça a plus d'effet après. je commence light, genre à 12 cafés par jour. Non, mais sur des athlètes, tu vois, il y a des protocoles où on commence la première semaine à 0. La deuxième semaine, on passe à 100 ou 200 mg que sur le jour principal. Troisième semaine, on reste à la même dose et on en ajoute sur le jour secondaire. Et la quatrième, on est à équivalence sur les deux. Donc tu passes de 0 à peut-être 300 mg par semaine. Alors que si tu fais 300 mg tous les jours, au bout d'un moment, il n'y a plus d'effet, quoi. De toute façon, tes glandes surrénales, elles sont surchargées, il n'y a plus rien qui répond et nerveusement, ça régénère pas, quoi. Oui. Et même la musique. Ouais. Si tu mets toujours ta playlist de hype, les musiques qui te hype à fond tout le temps, Après, elle te hype plus. elle te hype. Ouais, Bah t'es non. obligé de changer ça. Ouais, non, mais tout système de stimulation, de toute façon. Ouais. La visualisation, c'est pareil. La musique, c'est pareil. La hype, c'est la même chose. Enfin, tous les systèmes, ceux qui prennent de l'ammoniac, c'est pareil, il faut le cycler. Si tu prends j'en ai vu, ils prenaient de l'ammoniac sur des assistances. Genre avant un curl, tu prends de l'ammoniac, tu sais. Non, mais attends, il y a des championnats du monde de curl. Bah oui, bon, j'ai pas choisi le bon. Sur les élévations latérales, il y a un championnat du monde ou pas? Ça va bientôt apparaître, c'est sûr. Mais ouais, voilà, t'as compris, sur le côté stimulation, faut que ça soit cyclé, sinon t'as une surcharge et au bout d'un moment, c'est plus contre-productif qu'autre chose, quoi. Donc, pour les crossfitters qui ont tendance à se hyper, oui, mais pas au détriment de la technique. Donc, des fois, il faut réduire un peu le côté activation pour avoir un peu plus de focus et d'engagement technique sur le mouvement. Il y aura une meilleure rentabilité. Faut connaître son mouvement par cœur, surtout. Oui, C'est mais surtout ça. Et puis même en haltéro, il y en a, tu les vois écrits se hype au détriment de leur extension, Oui, voilà. Ils sont impatients au possible, alors que le plus important en haltéro, c'est d'être patient, quoi. Faut faire toutes les phases du mouvement correctement pour pouvoir avoir un bon mouvement, quoi, une bonne trajectoire, un bon rythme, etc. Donc, combien de fois on en voit en compétition? Pareil, le deadlift où il faut être patient au démarrage. Premier deadlift, nickel. Deuxième, ça va encore. Troisième, le mec il devient zinzin et plus de technique, on part en avant et la barre elle passe pas alors que le potentiel de force il est là, quoi. Tu vois, même je le vois sur moi. Par exemple, me hyper comme il fait Alexis et tout, impossible. Ah ouais, c'est vrai. Impossible. toi, tu T'as pas réagis du pas tout. pareil aussi. Ouais, c'est ça. Tu fais comment, toi, du coup, alors? Moi, je pleure. C'est vrai? Tu Mais- pleures avant les grosses barres? Ouais, mais en fait, je peux pas me hyper en criant, etc. Parce que je sais que techniquement, ça suit pas du tout après. En fait, j'ai une hype qui est très intériorisée. Ouais. Et en fait, je suis focus à fond et je me donne les consignes et j'y vais. Mais à l'intérieur de moi, c'est la guerre. Hein. Mais je peux pas le sortir. Si je le sors, après, Il se contient. Ouais. Quand tu le vois quand il est comme ça, et t'as l'impression que c'est un mec qui part tuer 120 personnes. Là. Ça me fait Mais peur, ouais, moi. je Tout peux ça pas. parce qu'il est arabe. Et chauve. Et la barbe, elle est pas... Ouais, elle est pas bien. Ouais, du coup, en gros, tu relâches tout après là-bas. Toute la pression. Sur la barre, non? Bah ouais, mais ouais, même sur la barre. En fait, quand par exemple sur le squat, quand je me hype, à partir du moment où je suis placé, ça redescend. Okay. Mais juste avant, je suis activé à fond. Mais je peux pas crier, je peux pas mettre des coups de tête dans le rag, etc. Sinon, il va s'éteindre. Ouais, mais vraiment. Hein. Windows. Mais ouais. Après, je sais que techniquement, ça suit pas du tout. Pareil, par exemple, pour le bench, je mets pas de musique. Ah ouais? Ouais. Mais il y a trop de place. Ça te C'est ça. stimule trop? C'est que ouais, ma technique se dégrade trop. Donc en fait, je suis focus à fond sur la technique. Et je peux écouter de la musique, par exemple en compète, je vais écouter de la musique jusqu'à 3 minutes avant mon passage. Et 3 minutes avant mon passage, j'enlève la musique et je me focus. Mais c'est quelqu'un de calme de manière générale aussi. Oui. Donc, Ça aussi. s'inscrit là.
Moi, je suis comme toi. Si je crie avant ma barre, en fait, tout est Mais voilà, tout est parti dans le cri, et c'est ça, après, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Déjà Moi, qu'il y a pas grand-chose. sur le côté technique, c'est l'inverse, tu vois. Si j'ai pas mon niveau de hype suffisant sur des charges max, bah typiquement le côté tension il va être inférieur parce que je vais être moins activé. Donc mon slack il sera attiré un petit peu moins haut, donc je vais pas partir de la même position. Sur le côté réactivité en bas du squat, bah ça va être un petit peu plus lent parce que je vais manquer d'activation. Donc tout l'inverse, tu vois. Donc, tu vois, je pense qu'il faut pas faire comme tout le monde et se sur-hyper parce que voilà, tout le monde se hype, etc. Faut faire un truc qui te convienne. Qui marche. Ouais. Ça j'en vois énormément en compète. Hein. Ouais. T'as pris du temps de découvrir que t'étais plutôt comme ça? Parce que peut-être au début, tu t'es plus mis. Mais en fait, j'ai jamais été attiré par la hype en hurlant, etc. Et le peu de fois où je me suis activé comme ça suivait pas derrière. Donc, Là, après cette phrase, faut que tu mettes l'extrait où il gueule sur son athlète. Là. Tu sais, que t'as mis Ah, en ça, story, ça, c'est différent. Ça, c'est Moi qui ai différent. filmé, j'en suis pas peu fier. Hein. c'est la meilleure vidéo de ça. Ah ouais. Ça, c'est différent. C'est triste qu'il continue de crier, genre 10 secondes après la fin de la barre, en fait. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Un grand malade. J'étais plus hypé qu'elle. C'est ça. Là, pour C'était le où, coup, ça t'étais hypé, là. Ouais. C'était au monde de... Ah, en Slovénie, ouais. Slovénie, ouais. Mais ouais. Mais du coup, ouais, c'est les mois d'entraînement pour trouver la bonne formule pour chaque Ouais, plus les ça se années. met en place. Les dans- années, ouais. Pareil, Tu dis c'est que c'est pas pareil selon le lift. Ouais. Donc t'as différents protocoles. généralement, par exemple, si je me prends moi, entre le squat et le deadlift, ça va être à peu près pareil, mais le deadlift, ça va être encore pire. Enfin, vraiment, je suis dans un état incroyable. Et par exemple, sur le bench, je suis calme au possible, détente. Parce que un truc qui doit être difficile aussi, c'est de remonter en pression à chaque fois pour les trois. Bah, il faut descendre pour remonter, en fait. Non, mais du coup, comment tu gères, par exemple, si toi, tu sais que ta faiblesse, elle est, je sais pas, au bench, genre si tu vas monter en force, tu vas monter plus lentement ou moins haut sur le squat en termes de hype, monter très fort sur le bench et monter doucement sur le deadlift, ou c'est pareil pour les trois? Si je prends pour moi, bah, vu que sur le bench, je monte pas forcément, bah, je peux me permettre de monter un peu plus haut sur le squat. Ok. Du coup, j'ai un peu plus de jus après. Mais par exemple, entre mes lifts, vu qu'il y a trois lifts, bah, sur le premier squat, je suis bien, mais je suis pas forcément ultra hypé. Sur le deuxième, je sais que en fait, le deuxième, généralement, mes deuxièmes lifts sont tranquilles. Enfin, tranquilles. Ça va. Donc du coup, j'ai pas besoin de me sur-hyper. Et sur la troisième, en fait, en fonction de l'enjeu, là, je monte plus ou moins. Mais moi, je sais ce qui me fait monter, c'est les musiques. En fonction de la musique, je switch complètement. Mais tout ça, c'est de la prépa mentale. Ouais. Hein. Ça se Enfin, met en place à l'entraînement. Moi, Ça se j'ai met en vu place avant. un gros effet positif en étant coaché en prépa mentale. Entre les compétitions où justement je me hypais jusqu'à l'année dernière, enfin l'année d'avant, et les 2 compètes que j'ai faites l'année dernière sous le coaching de la prépa mentale, en fait, j'avais les bons ingrédients, c'est juste que c'était mal placé et pas géré de la bonne façon. Et le fait d'intégrer et de mettre en place une routine hyper fixe avec telle musique à tel moment, telle action de ma part, etc., en fonction de telle et telle barre et selon les mouvements, ça a fait un changement considérable sur déjà mon efficience technique et aussi sur ma confiance en moi par rapport au mouvement. Ouais, ok, je vois. Et c'est un gros facteur de performance. Hein. Parce qu'il y a des mecs qui loupent leur compète sur ça. Dans le sens où ils vont. Sur le côté mental, Ouais. ah bah oui, Non, mais trop se hype Ouais, ouais. sur une barre et ensuite ils ont plus. bah il y a plus rien après. Ouais, voilà. Oui, Généralement- complètement. Généralement, c'est les débutants. En fait, Il faut un bon squat. mais non, mais ouais, même ils laissent tout sur le premier squat. J'ai déjà vu en compète Ils sont tellement stressés au début. c'est ça, des athlètes qui vont prendre de l'ammoniaque sur tout leur lift. Premier, deuxième, troisième, squat, bench, deadlift. Du coup, le truc, c'est que bah, t'as plus de jus très rapidement. T'as plus de jus très rapidement. Ouais, il est liquide le cerveau. Du coup, toi qui te hype énormément, et en plus le squat c'est le premier mouvement, tu gères comment d'un mouvement à un autre et d'une barre à une autre? Bah, concrètement, Mohamed. Déjà moi j'ai des phases de montée et descente. Donc ça se gère par rapport à la musique chez moi. Donc j'ai des musiques que je vais mettre 5 minutes avant, 2 minutes avant. Et ensuite, à la sortie de mon squat, j'ai toujours la phase de feedback. Donc je demande à ce qu'on me filme. Je revois ma vidéo pendant 1 à 2 minutes sans musique. Et ensuite, je me remets dans ma bulle. Charles Aznavour, détente, respiration nasale, imagerie, mais qui a rien à voir avec la compétition. Et 5 minutes avant, je me remets dedans. Imagerie par rapport à la compète, changement de musique et je refais les cycles comme ça.
imagerie qui n'a rien à voir avec la compétition. C'est Je me suis en train de crois griller dans des un. merguez. Ouais, voilà, merguez, paella, en tongs, tu vois. Non, mais des images qui. Tout ça, c'est pareil, ça a été travaillé longuement, mais qui te rattachent à de la détente et à un moment beaucoup plus calme, tu vois, pour faire la transition sur tes deux systèmes nerveux et relâcher, en fait. Si tu restes activé trop longtemps, une compétition de force, ça dure 3 heures. C'est impossible de rester 3 heures activé. Sinon, t'es complètement vidé. Et du coup, là, parce que là, tu as donné le protocole entre les barres, ça paraît long. Il y a combien de temps en général à peu près entre deux passages sur le même mouvement? Au minimum 6 minutes. Ouais. Et au maximum environ un quart d'heure. Ok, t'as le temps de faire tout ça Oui. En 6 minutes, c'est short, Ouais. faut aller vite. Mais le top pour moi, c'est quand j'ai 10 minutes. Quand j'ai 10 minutes, je me sens super bien, j'ai le temps de faire ce que je veux. Tu fais pas de barre entre les deux barres? Non. Ok. Système nerveux, ça récupère lentement. Ouais. Surtout chez nous. J'allais dire, ça dépend de. C'est pour ça qu'on s'entraîne longtemps, c'est juste qu'on récupère beaucoup. Non, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Et non, on fait pas de barre entre les lifts. C'est une erreur de faire ça. Même les sorties de barre. Pas de sortie de barre. Non. T'en penses quoi, tout ça, de sorties? Parce que moi, je me rappelle quand on était à la fac, on disait, ouais, c'est bien de faire des sorties de barre en l'ancienne. supramax. Vraiment à l'ancienne. Hein. C'est bien de faire des sorties. Avec Perret. Ben, en gros, tu mets plus que le lift que tu vas faire, tu fais une sortie de barre et tu la raques. Je vais te dire un truc. Tu loupes rarement une barre Vous parce que tu n'arrives pas à faire ton dérac sur un squat. Tu loupes ta barre parce que tu n'arrives pas à la repousser. Donc faire une sortie de barre uniquement, ok, tu vas peut-être le ressentir un peu plus léger après. Mais si tu as les bonnes activations, le slack, etc., c'est suffisant. Va pas griller des cartouches en faisant un supramax comme ça, qui a pas trop d'intérêt. Ouais, Après, l'entraînement en supramax, c'est encore autre chose, d'accord? T'en penses quoi, du coup? Ça peut prendre son sens. Sur de l'isomax ou sur de l'excentrique? De l'isomax, de l'excentrique, ça dépend des profils et des contextes. Ça peut prendre son sens. Mais le jour J, pour moi, c'est pas utile. Ok. Et encore plus si tu le fais jamais. Ouais. La plupart du temps, ceux qui t'avancent ça à l'entraînement, ils font pas des sorties de barre entre leurs barres. Donc pourquoi tu vas faire un élément changeant le jour J, ça va faire que te perturber et ça va servir à rien. Mais du coup, pour revenir un peu au phénomène de hype, pour un crossfitter, comme il y a beaucoup de mouvements et un panel de mouvements importants, il faut essayer de justement être plus calme et de rester focus sur sa technique. Parce qu'on peut pas avoir un protocole de hype pour chaque mouvement. Donc, du coup. Ouais. Ouais, tu peux pas te hyper sur un WOD. Non, oui, mais par c'est exemple, tu impossible. peux pas. Tu peux. Ouais, mais en fait, ça va peut-être arriver au début de ton WOD et peut-être à la fin, quand tu vas avoir l'émulation, peut-être du public autour qui t'encourage, etc., ça va remonter. Ouais. Mais si t'es tout seul et que, je sais pas, ça dure 20 minutes, tu peux pas être hypé pendant 20 minutes non-stop. Non, mais en fait, c'est différent. Par exemple, si tu vas faire un Fran, donc en gros, Fran, c'est 21-15-9, thruster, pull-up, ça dure 3 minutes et c'est un effort très, très acide Ouais. qui fait très mal après, longtemps après. Et en général, quand tu as ce genre de WOD sur une compète ou une qualif, tu sais que ça va être court et très, très intense. Et du coup, là, Ton niveau d'activation, faut qu'il soit élevé. ton niveau d'activation doit être élevé et aussi tu dois être prêt à te préparer mentalement à ce que ça fasse très très mal. Et du coup, c'est un peu différent mentalement qu'une barre lourde en haltéro ou en FA. C'est en mode, je me prépare, Tu te conditionnes. tu te conditionnes, je sais que je vais mourir. Ouais. En gros, c'est un peu Ouais. ça. C'est vraiment, je vais aller mourir, quoi. Ouais. Et même quand ça va brûler, je vais continuer à faire des reps et c'est un peu différent. Mais il y a une petite hype quand même, tu vois. Forcément, la hype est liée, mais je pense qu'en termes de niveau, Ouais, d'intensité. D'activation. C'est totalement différent. bah, en fonction du sport, tu es obligé de le réguler correctement. Tu vas peut-être être, même en tant que crossfitter, tu vas être plus hypé en termes d'intensité pour un max au deadlift. Oui. Même si ton effort il dure que 3 minutes, tu vois. Enfin, c'est en corrélation avec le temps d'effort aussi, je Bien pense. sûr. Au CrossFit, je pense que tu gagnes à être plus relâché et vraiment le cœur bas le plus possible avant un WOD plutôt que partir à un WOD long, je veux dire. Ouais, un WOD long, oui. Mais, Ouais, si tu as une élévation cardiaque avant, il y a peut-être une meilleure stratégie. Ouais. Peut-être. mais par exemple, le WOD, ce week-end, on était au semi-finals, donc phase qualificative pour les Games. Et le dernier WOD, c'était un WOD qui durait 2 minutes 30 à 3 minutes. Et tu sais que c'est un sprint. Là, le niveau d'activation, c'est pas le même que max, pour un effort, voilà, par exemple, qui durait 25 minutes. Là, c'est-à-dire que la qualification pour les championnats du monde se jouait sur ce WOD qui dure 2,30. Ouais. C'est tight. Les mecs, ils sont. C'était quoi? C'était en gros 30 cales à l'éco-bike, 15 muscle-up aux anneaux,
Et ensuite, ils avaient une longueur de fente avec 2 haltères de 45 kilos. Ouais, mais t'en as un, par exemple, 5 il a mètres, fait. à chaque fois que tu te rates sur un truc, tu retournes. Ouais, t'avais des sections, ouais. C'était 10 mètres, je crois. 10 mètres. Mais t'avais un mec qui a fait 30 cales, par exemple, à l'EcoBike en 30 secondes. Et sur le reste, il a fait Steering Muscle Up Unbroken. Sur les lunges, il s'est éteint, tu vois. C'est qui? Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le. Je sais plus. Bref, il y en a un, il a fait ça. Alors que du coup, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Niveau d'activation trop important. Et trop de ressources au début. Trop de ressources au début et tu t'éteins après. Même si 2 minutes 30, ça reste très très long comme exercice. Non, mais surtout, en gros, ce qu'on me disait, c'est qu'il y en a un, Pardon. je crois, dans le dernier hit, il y a un mec qui a mis 28 secondes pour faire 30 cales. Alors, c'est vraiment monstrueux. Ouais. Mais du coup, il est sorti et il a mis genre 20 secondes à reprendre ses dumbbells. Et en fait, ça se voyait dans son langage corporel qu'il était cramé, il s'était cramé tout seul. Par rapport à un mec qui a juste mis 10 secondes de plus, enfin, entre 5 et 10 secondes de plus, mais qui a repris ses dumbbells direct. Ouais, Mais le wattage. Bah, les watts que tu lâches dans l'assaut, tu peux plus les Mais mettre juste le derrière. wattage pour faire 30 secondes ou 40 secondes, tu vas avoir 300 watts autant Eh de oui. différence. Ouais, c'est ça. Donc c'est énorme en termes de joules et d'énergie dépensée. Pour sortir 30 cales en 30 secondes, t'es à combien 800 2000 watts. Combien 2000 watts. Non, sur l'écho? 2000 Ah oui. Je pense, oui. Ouais, t'es pas loin, ouais. Ah Ouais, ouais. T'es entre 1005 et 2000, ouais. Je pense. En vrai, Ils sont forts, hein. Ils sont Ouais, forts. c'est Puis chaud. derrière, faut faire les feintes, les Non, c'est muscle-up pas aux possible. anneaux et les feintes Moi, avec les deux en échauffement, je fais 30 cales et je mets 1 minute 45 et je suis à 350. Ouais, mais c'est pas exponentiel. T'as autant de différence. Ah oui. Ah ouais, ok. Ouais. Putain, 2000, j'arrive même pas à Ouais, les faire en en plus. fait, d'un par coup. exemple, Pour faire une cale à la seconde, t'es obligé d'être proche des 1005 déjà sûr. Ok. Je crois que c'est ça, hein. Bon, j'essaye après le Vas-y, podcast. c'est bon. Je fais les 30 genre cales sur un minimum. genre sur un Wingate, j'avais fait 32 cales, j'étais à 1007 de moyenne, un truc comme ça. Ok. il me semble. À peu près. Et les Tu mecs vois. derrière, ils te font 15 muscle-up aux anneaux. Moi, j'étais parti. Ouais, mais c'est les bras, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. On parlait de quoi déjà? La hype. La hype. La hype. Bah, du coup, voilà. C'est quand même. Moi, je pense même sur un WOD très court comme ça, il faut dire bon, calme-toi. Le début, c'est pas crucial, c'est pas. Encore Oui, une fois, C'est une stratégie. Encore Oui, une oui. fois, c'est arriver à bien la gérer parce que bah, c'est comme le mec qui va tirer n'importe comment sur le soulevé de terre. Si tu te hype et que tu pars comme un abruti en oubliant le plan et en oubliant ta stratégie pour ton assaut bike, bah, ça va être délétère pour ta performance, quoi. Du coup, rester calme, quoi. Plus en crossfit, il faut plus rester calme, à mon avis, que être un athlète énervé. Non, mais même pendant la période des Open, des qualifs et tout, il y a des mecs qui s'énervent de ouf avant les votes, alors que les votes de qualif, c'est 10-15 minutes, voire 30 minutes là pour les affiches et tout. Tu peux pas t'énerver avant, quoi. C'est horrible. Mais vous voyez des gars qui s'énervent en criant, etc. Non, pas avant en de... criant, mais. Juste du stress, on va dire. Ok. Mais est-ce que c'est du stress mal géré ou c'est volontairement ils montent en activation? Ils montent en activation, ils s'énervent, et je sais pas, il y a une pression qui entre, quoi. Ok. Ouais, tu vois la première série, ils vont aller très vite, et la troisième, ils vont aller très doucement. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire monter ce niveau d'activation en le fait que ce soit visible et qui arrivent à bien gérer leur WOD derrière? Ou alors c'est toujours des WOD qui sont mal gérés au détriment de ça? Non, un athlète confirmé, quand même, il arrive oui. à gérer. Bah, ça c'est pareil chez nous, oui. c'est la même chose. Après, Ça, bon, c'est voilà, ça. t'as les mecs des semis, ils ont fait 30 cales en 30 secondes. Bon, bah là. Et après, ils ont explosé. Tu te dis, il y a un petit problème pour des mecs de ce niveau-là, mais. Ah, bah, de toute façon, des erreurs, il y en a dans. Oui, il y en a Tous dans les tous sports, ouais, Ouais. à À tout haut niveau niveau. aussi. Même chez vous, j'imagine que Tous les des sports. mecs qui font partie du top 30 mondial qui font des erreurs aussi techniques. Hein. Ah, c'est sûr. Sinon, ça. Bah, je pense avec l'enjeu, des fois, ils vont trop se hyper et. Bah, l'enjeu, en fait, tu vois la différence entre un gars qui est en haut niveau, mais haut niveau depuis un an, et un mec qui fait 10 ans de haut niveau. L'approche, elle sera différente aussi, tu vois. Ouais. L'enjeu de l'échéance, le stress, la pression qu'il va avoir avant une dernière barre, par exemple, elle sera pas la même. Ou gérée de la même, pas gérée de la même façon. Je pense que c'est plutôt les premières barres chez les débutants qui sont. Bah, en vrai, qui même sont chez, problématiques. même chez les confirmés, je sais que, par exemple, si tu regardes sur la FA, même chez les confirmés, le truc qui va être le plus stressant, c'est le premier squat. Enfin, c'est l'ouverture du bal. Et après, une fois que le premier squat est passé, là, ça va un peu mieux. Mais t'en as beaucoup qui sont très, très, très stressés par le premier squat. En fait, c'est là où tu appréhendes les standards d'arbitrage aussi. Ouais. Sur le premier squat, tu vas savoir si le standard il est rigide ou pas. Est-ce que l'arbitre il va attendre une descente super basse ou à l'inverse, même si tu as une descente un peu haute, ça passe.
tu vois. Et en fonction de ça, ça va déterminer aussi ce que tu vas pouvoir faire C'est derrière. bizarre étant donné que vous, c'est standardisé. Ouais, mais c'est toujours subjectif parce que c'est un humain, c'est pas une machine. Ouais. Mais après, bon, le creux de la hanche au niveau du genou, c'est. Ouais, ben, détrompe-toi. Détrompe-toi bien même. D'une compète à l'autre, ça descend beaucoup plus. Sur la pause, des fois, t'as une demi-seconde versus 2 ou 3 secondes selon les compètes. Hein. Bah après, vous, votre sport, quand même, je suis un peu, du coup, parce qu'on vous connaît, mais ça devient de plus en plus propre et de plus en plus standardisé. Et les mecs, c'est de plus standardisé, quoi. Bah, là, on a passé un Concrètement, gros cap. Hein. On a passé un Depuis, gros ouais. cap de standard. Là. Mais même au niveau Ah ouais du squat, avant, tu Plus voyais, ils difficile. partaient beaucoup plus en avant. Ils se sont pris des. Hugo, je crois, ton athlète, il s'était pris Des un truc comme sanctions. ça. Ouais, non, en gros, lui, c'est pour les mondes U. C'est juste que, en fait, c'était une règle qui n'existait pas. En fait, pour eux, ouais, non, j'ai encore En la plus, haine. tu l'as fait passer en barreau et tout, du coup, non? Oui. Mais en fait, c'est juste que quand il amorçait son squat, pour se mettre en tension, il faisait une flexion. En gros, il déverrouillait les genoux et après, il descendait. Et pour eux, c'était pas bon. Il fallait qu'il descende d'un coup. Oui, non, ça n'existe pas, ça. Non. Enfin, Non, ça n'existe Ouais. pas. Lui, il est arbitre. On a eu Non, mais c'est vrai en plus. non, je te crois. dans des championnats régionaux le nombre de règles qui n'étaient pas sur le règlement qui, Non, mais c'est comme en qui sont haltéro. nouveaux, qui sont sortis. Genre, il n'y a pas le bras qui bouge, mais la t'as scapula, ouais. les omoplates t'as qui bougent. t'as l'épaule qui bouge. Ils disent que c'est des temps d'épaule, c'est nos reps. Alors que. Ça n'existe pas, les temps d'épaule. Mm. T'as tendu l'épaule. Oui, bon, on est tous confrontés au même truc. Ouais. Mais du coup, vous, votre sport, quand même, il tend à devenir de plus en plus propre. T'as toujours Ouais. sur les réseaux des gens qui vont dire que votre sport, t'as toujours des dérives et des mecs qui arrivent à gruger et tout, mais quand même, En fait, globalement, en 5 ans, il y a une évolution qui est assez impressionnante. C'est normal à partir du moment où tu as un règlement et que tu cherches la performance, tu surfes sur les règles, tu vois. Enfin, tout le monde le fait et c'est normal. Mais là, je trouve, c'était quand? En avril, il y a 2 mois, on a fait le championnat de France junior. Et là, sur ce championnat, je me suis vraiment pas pris une claque, mais quand même, quoi, ça m'a fait tilt. On a passé un gros cap sur le côté standard, avec des standards qui sont plus exigeants. Et notamment, depuis 2 ans, on a les caméras latérales sur le développé couché. Ouais. On a l'ajout de petits panneaux LED aussi en latéral. Donc dès que tu as la fesse qui décolle au moins de millimètres, tu vois le faisceau lumineux qui passe plus le règlement et plus la caméra. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à aborder. Et également, avant, tu as 3 arbitres et ensuite tu as la table référente de l'arbitrage. Et maintenant, systématiquement, tu as les arbitres qui donnent la décision Les jurys. et tu as le jury qui a les yeux rivés sur la télé avec les caméras et qui reviennent d'eux-mêmes sur les décisions, mais constamment. Avant, peu comme un c'était VAR exceptionnel et maintenant, Ça. c'est tout le temps. C'est exactement la VAR. Tout le temps, tout Ouais. le temps, tout le temps. Sauf qu'à chaque lift, t'as la VAR. Lift ou no lift. Et ensuite, ils peuvent revenir, pendant qu'il y a des changements de barre, ils peuvent revenir sur la décision. En fait, si ton lift il est incontestable et que tu as 3 lumières blanches, ils peuvent pas revenir dessus. À partir du moment où ton lift est contestable avec une lumière rouge, t'as beau avoir le lift validé avec 2 blancs et 1 rouge, le jury peut revenir dessus et l'invalider ensuite. Donc parfois, on sort du plateau, barre validée, et 30 secondes après, invalidé. Mais à l'inverse aussi, des fois. Des fois, tu peux te retrouver avec 2 rouges, une blanche. Ouais. Et le jury, s'il estime que c'est bon, il peut revenir sur la décision. Et pour vous, c'est une bonne progression, ça, dans le sport, ou ça va être compliqué? Enfin, ça complexifie des choses. Moi, je trouve que ça réduit l'impact qu'ont les 3 arbitres, parce qu'au final, ils donnent un jugement, mais en fait, le jury revient tout le temps dessus. T'as beaucoup d'athlètes qui vont... en fait, ça va être validé, mais ils vont quand même attendre que le jury valide ou invalide avant d'être content et de C'est célébrer. des gestions de match qui sont différentes, Ouais. du coup, on doit s'adapter à ça aussi. C'est comme au foot, en fait, au rugby. Hein. Quand tu mets un essai, ils attendent de voir si l'essai est validé. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. C'est juste des gestions qui sont différentes et nous, faut qu'on l'aborde de manière différente aussi Oui, parce que et être plus rigide sur les standards à l'entraînement, quoi. parce qu'ils cherchent aussi à ce que votre sport il rentre dans les Jeux Ouais. Olympiques aussi. Bah ouais, Donc c'est sûr. ils font tout pour que Faut ça le devienne normer. de plus en plus propre et normé. Ouais. Faut le normer. Et ça va dans le bon sens, selon vous ou... Pour les JO, Enfin, pour le normer, justement, ou pour le... Quand tu dis ça a passé un cap, est-ce que c'est un bon cap ou c'est... oui, c'est un Ouais, bon dans la cap. bonne Après, direction. en tant que coach et athlète, faut juste aborder la chose de manière différente. Juste le travail? Plus de travail et surtout faire comprendre à ton athlète que si tu le gaves à chaque retour en disant descends plus bas et colle tes fesses, c'est pour son bien parce qu'arrivé en compétition, il y a des kilos qui vont être perdus rapidement à cause de ça, quoi. Donc tu passes un peu pour le vieux con, mais après on est bien content, tu vois. Ouais.
Ouais, C'est une approche qui est différente. Et du coup, ils ont rajouté les standards là. Tu disais au training camp pour la barre, tu disais la barre très très basse par rapport au buste penché au départ. Monsieur l'arbitre. En gros, ils ont changé des lignes dans le règlement. Ok. Et mais en fait, ils l'ont pas changé de manière stricte. Ils ont dit la barre est conseillée. C'est conseillé de la mettre entre en gros le trapèze sup et juste en dessous un peu du deltoïde. Je te conseille de faire une claque au bench. Ok, bon, bah, là, je l'ai pas faite, mais pour la prochaine. Et du coup, en fait, le truc, c'est que plus tu vas avoir la barre basse, moins tu vas pouvoir te tenir vertical. Et t'en as beaucoup, du coup, qui se font réprimander et ont un squat invalidé. Ils peuvent même pas squat parce qu'ils n'ont pas l'ordre de squatter, parce qu'ils sont trop en avant, parce qu'ils ont la barre trop basse. Mais ça a été ajouté au règlement ? Ouais. Ok. Mais en fait, C'est ce qui s'est pris le français, le 66 aux Europes. Ouais. Ok. C'est ça. C'est à cause de ça. C'est ça. Mais même sur des compètes régionales, t'en as de plus en plus. Ils sont trop penchés vers l'avant. En fait, ils cherchent l'optimisation sans cesse. Et du coup, pour réduire le bras de levier au niveau du tronc, bah, tu as des barres qui sont de plus en plus basses, au détriment d'un tronc qui est vertical et une extension de hanche pour valider déjà le départ du mouvement. Mais ça, c'est fait parce que les réseaux sociaux, quoi. Parce que les détracteurs de la force sur les réseaux, ils veulent faire taire ça. Oui. C'est comme le bench press Mehdi qui était... genre, j'avais vu une bien vidéo sûr. d'un mec, il avait 200K aux États-Unis. Ouais, il avait pris une vidéo de Mehdi. Ouais, ça, c'est pas un bench press. Non, mais Mehdi, il y a des comptes russes à plus de 2 ou 3 millions d'abonnés qui ont des vidéos YouTube que sur Mehdi à cause du développé couché. Il y a des millions de vues dessus, pour de vrai. Il peut pas mettre un pied en Russie. Ah, non, C'est-à-dire que le Mehdi, il est wanted en Russie, quoi. Ouais, c'est le king du Japon, mais par contre, en Russie, il faut pas y aller, quoi. Mais du coup, justement, monsieur l'arbitre, par rapport au bench, parce que Mehdi, maintenant, il a dû totalement changer sa technique au bench. C'est quoi le règlement qui a été ajouté là-dessus ? Avant, le bench, c'était de venir poser, en gros, démarrer coude tendu, venir poser la barre sur la poitrine et retendre les coudes. Et en fait, il n'y avait pas forcément cette notion d'amplitude. Et maintenant, en gros, la nouvelle règle, c'est d'avoir vues et tout. d'avoir le coude au niveau de l'épaule. En gros, que ton coude soit aligné avec ton épaule. Okay. Donc, du coup, automatiquement, tu rallonges. Tu rallonges l'amplitude. C'est comme le creux de la hanche doit passer sous le genou. Exactement, c'est ça. Le coude doit être au niveau de l'omoplate. C'est Mais ça. quel endroit ? Et qu'est-ce qu'ils ont mis les caméras ? En gros, là, en fait, le truc que je trouve ça pas forcément ultra judicieux, c'est que théoriquement, en fait, t'as que l'arbitre central qui peut le voir. Ouais. Et en fait, t'as des arbitres de côté aussi qui le voient. Enfin, et ils se battent entre eux pour savoir si des fois, en tant qu'arbitre, non, il n'y a pas de bataille, tu prends juste des rouges, voilà. c'est tout. Et des fois, avec les arbitres, tu vois, tu mets un blanc et t'as l'arbitre, il te regarde comme ça, mais tu te dis, mais tu vois pas, toi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais ouais, en fait, l'objectif, c'est d'avoir l'épaule, enfin, en gros, le coude au niveau du milieu de l'épaule. Ok, donc ça limite le pontage, du coup. Ça limite le pontage. Et une question du coup, est-ce que les athlètes qui étaient très 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 forts avec le pontage sont restés quand même forts avec cette nouvelle règle, où il y a eu quand même des changements? Ceux qui avaient vraiment un pontage énorme et à l'excès, ils ont eu des gros gaps de performance. Mehdi, par D'autres du coup qui en fait ont rattrapé. Regarde, Mehdi, il avait fait 230 à l'entraînement avec le pontage. Et après, ça a corrélé avec une période où il a arrêté de s'entraîner, mais à niveau équivalent, peut-être un an plus tard, il aurait sorti 180, tu vois. ouais. Mais il avait déjà fait 180 sans le pontage. Ouais, il a fait ça à peu près. 180, 185, mais il n'aurait pas cherché au-dessus dans ce laps de temps, quoi. Quand on était à la fac, tu m'avais dit il avait sorti 5 reps à 170. Il avait fait plus 170. Avec le pontage ou pas? Sans le pontage. Ah. Non, en fait, un an plus tard, on a fait les championnats de France sans pontage. Et il a fait 170 au championnat de France avec de la marge. C'est juste que on avait du mal avec le standard. Mais ouais, il valait 180, 185 contre 230, en gros. Ah ouais, donc il y a quand même, c'est énorme. Oui. Mais forcément. Hein. Après, ça reste quand même T'as très un mec fort. ouais, on parle d'un 185 en moins de 74. Hein, Oui, c'est ça pas reste ridicule. très fort. Moi, je m'attendais à genre 10-15 kilos. Non, ça dépend des techniques. Mais lui, il faut rappeler qu'il avait ça d'amplitude. Et que ça fait 6 ans qu'il est ultra fort sur cette amplitude-là. Donc finalement, de passer de ça à même uniquement ça te rajoute peut-être 5 fois l'amplitude. Donc toute ta partie musculaire et production de force en zone étirée, t'es pas performant dessus. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, il a eu des pathologies qui sont arrivées.
insertion de pec niveau inflammatoire et tout, automatiquement. J'allais poser la question, ça. Et niveau programmation, là, niveau coaching, sur ça, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des ISO? Est-ce qu'il y a du travail de tension? Est-ce qu'il y a plus de pauses? Je sais pas comment vous avez abordé le truc. Lui, c'est lui qui s'en est occupé de son côté. Moi, je peux dire un peu ce que j'ai fait avec Arthur, parce qu'Arthur, il était dans le même cas. Ouais. Et beaucoup de travail sur des tempos assez lents, justement pour venir chercher un petit peu plus de résistance au niveau tendineux en bas du mouvement. Des ISO assez prolongés sur le bench, mais aussi en décontextualisé avec du dips. Voilà. En fait, apprendre à produire des forces et des résistances en position étirée pour renforcer ces zones-là, pour pas qu'elles pètent après sur le bench, et réduction du volume, parce qu'automatiquement, si tu fais 4 bench par semaine et 5 séries à chaque fois, sur ça d'amplitude, versus ça génère pas la même fatigue, ça génère pas le même stress structurel, donc faut revoir en fait tes volumes d'entraînement. D'où le quid le volume est toujours différent entre un grand athlète et un petit athlète. Oui, si tu as un athlète qui est pas fait morphologiquement pour un mouvement, automatiquement le coût énergétique il va être plus important si tu as une amplitude qui est double par exemple, tu vois. Et au niveau du squat, les nouveaux standards du coup dont vous parliez d'extension et tout, c'est pareil, ça a fait chuter des perfs de beaucoup de mecs, moins que le bench. Non, moins. Moins. Et vous êtes pour ou pas ces deux standards-là, enfin ces deux nouveaux standards? Vous trouvez que c'est une bonne chose pour le sport? Dans tous les cas, moi je trouve que en fait, et ça se voit, les personnes qui ont des barres très 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 basses, niveau amplitude, c'est beaucoup plus compliqué de l'atteindre en fait, parce que t'es beaucoup plus penché. Et du coup, niveau standard, rien que sur l'amplitude, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je sais que quand j'ai un athlète qui a la barre très basse, je lui demande de la remonter un peu, et automatiquement, niveau amplitude, il y a plus trop de problèmes, quoi. Et même d'un point de vue coaching, des gars qui ont la barre extrêmement basse, t'as souvent des interférences avec des zones sur le bas du dos qui sont finalement douloureuses ou assez fatiguées. Et le fait de remonter un peu ta barre au squat, t'as des bons retours après sur le soulevé de terre, parce que t'as plus de fraîcheur dessus. Donc l'un dans l'autre, au final, ça se vaut à peu près. Après, est-ce que je suis pour ou contre? Pour le bench, oui. Alors contre pour soutenir Mehdi, mais finalement oui, c'est quand même une bonne chose pour éviter la dérive, comme d'habitude, parce qu'au final l'année qui a précédé cette règle-là, il y en a une fille qui a pas tiré, mais elle déraquait à l'entraînement. Et en fait, elle touchait déjà la poitrine avant de débuter son mouvement. Donc, elle était obligée de réduire un peu son pontage pour avoir 1 millimètre de descente, tu vois. Donc, tu peux pas présenter un sport comme ça qui peut prétendre à des JO ou quoi. C'est pas faisable, tu vois. Pour le grand public, personne va comprendre. Donc, là-dessus, je suis pour la démocratisation du sport et tout, c'est intéressant. Ça peut créer des problèmes diplomatiques avec la Russie aussi. Je ne m'engage pas dans ce discours. Et après, pour le squat, également d'un point de vue sécurité, parce qu'il y en a plusieurs en ayant la barre très basse qui l'ont perdu aussi, tu vois. Donc, t'as des spotters derrière. Ouais. Donc, des gars qui se prennent 300 kilos sur eux, c'est moyen aussi. Tu vois. Qui se brisaient les poignets. Ouais, j'ai vu ces vidéos. Ça. Ouais, en termes, on n'est pas sur un sport santé, mais c'est bien de limiter la casse quand même, tu vois. On n'est pas sur un sport santé. Ah non. C'est pas le yoga. Là. En Archer, il est bien. J'ai cru qu'il allait s'effondrer. Ah non, mais ils sont solides, les spotters, sur les championnats du monde, etc. Hein. Je sais pas si c'était chauffé à faire ça. Là, ça va tomber. Il fait des séries de Zerker avant de spotter. Ils ont une prépa physique Zerker squat avant les championnats. Et du coup, une question aussi. Où se situe le power français à l'international? Est-ce que vous êtes bien placé par rapport aux autres nations? Oui. Ouais. On est mieux classé sur la partie junior que open. Okay. Mais senior, à partir de 23 ans. 23 jusqu'à... Junior, c'est 18-23 et ensuite c'est 23-39. Okay. Et donc on a des très bons résultats en junior. Là, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais sur les derniers championnats internationaux, on est, je crois qu'on a fait meilleure équipe féminine. Meilleure équipe féminine et deuxième ou troisième meilleure équipe. Les mecs, on est toujours dans le top 3 en fait, quoi qu'il arrive, dans toutes les nations confondues. Et après, en open, on fait des bonnes places aussi. Mais par contre, chez les filles, il y a un très gros niveau. Et chez les mecs, là, c'est en train de monter. Mais il y a un peu moins d'échantillons. On a moins d'athlètes en open hommes qui sont aussi compétitifs que les femmes. Okay. Est-ce que le fait que ce soit compétitif en junior, c'est parce que la FA c'est devenu un peu plus à la mode récemment? Ou est-ce que c'est parce que
à partir de Open, les autres pays, je sais pas, il se passe quelque chose d'autre. Déjà, ça se démocratise très bien. Après, ce qui est difficile, c'est arriver à faire des bons juniors, à les faire transitionner en bon Voilà, c'est Open, ça, tu vois. ouais. Déjà, ça prend du temps parce que le gap de niveau, il est énorme. Tu vois, si tu prends en comparaison, le meilleur 83 junior l'année dernière, il fait 7,65. Mhm. Et le meilleur Open dans la même catégorie, il fait 830 Ouais, ok. pour la même catégorie. Ouais. Donc, d'une année à l'autre, sur la transition, tu peux pas atteindre ça. Donc, il faut arriver à prendre son temps pour... Tu peux là... Ouais, voilà, une bonne fois pour C'est le sponsor, ouvre-le. Faut pas faire du bruit. Vas-y, goûte et tu me dis ce que t'en penses. Fais une review. Je veux une note sur 10. Alors Ça, la coco. Mens Non. pas. hein. C'est à la coco. Non, c'est à la mangue. Essaie Ça va. de mentir quand même parce Ah oui, qu'il ça va... Non, c'est bon. Sur 10 objectivement. Bon, on coupera pas Allez, ça 10. pour faire un réel. On met 10. Donc ouais, la transition Junior Open, elle Mhm. peut être compliquée. Et c'était quoi ta question? Justement, Il m'a perturbé avec sa canette. justement, il y a on est bon en junior et la transition junior open. Oui. Est-ce que les pays la font mieux ou est-ce que c'est les autres pays la font mieux ou est-ce que c'est juste que c'est récent en France et du coup on a beaucoup de juniors et du coup vu que c'est récent en France, le temps que les juniors deviennent des bons open. Est-ce que ça manque pas de moyens aussi en France? Voilà, ou peut-être c'est ça aussi. Bah déjà, si tu compares aux États-Unis, il y a Oui, moins voilà. de structure. Aux États-Unis, tu as des hangars avec 20 ou 30 combos d'affilée en force athlétique, tu vois. Ici, même encore à l'heure actuelle, quand tu arrives dans certaines grandes villes, tu n'as aucune salle qui a du calibré. Hmm. Donc oui, c'est plus répandu. Et aussi, le côté éducatif est un peu plus présent. Aux États-Unis, ils ont des sections dans les... Ils s'appellent ça les collèges, c'est les lycées du coup. Ouais. Ils ont des sections dans les lycées, en sport universitaire, etc. Vraiment focus sur la force athlétique. Ok. En France, à part Montpellier où on a un peu ce côté-là, mais on est très loin de leur niveau, on est très loin de leur implication aussi. Moi, quand j'étais en STAPS, on était 2 dans toute la promo à faire des compètes en FA. Ah ouais. Ah oui. Il y avait Inès et moi. dans ma Mehdi. Il était pas dans ma Ah oui, il promo. était dans la mienne. Mais à chaque fois, t'avais quoi? T'avais 2-3 mecs. Ouais, après c'était il y avait plus d'altéro. En compète, Ouais. vraiment en compétiteur, hein, pas la compète de la fac pour avoir le diplôme. Comme C'est moi j'ai différent, fait. Voilà, c'est pas la même chose. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis en jeu là-bas. Et une culture qui est un peu différente aussi. La culture de la perf en France, en force athlétique, elle arrive là. Elle arrive, ouais. C'est ça, c'était ma Il y a 5 ans, c'était sport associatif, une petite série de squats et après on fait l'apéro, tu vois. C'est toujours le cas, il y a toujours l'apéro, non? Bah, il y a toujours le côté associatif qui est très bien, Ouais. mais le côté performance, recherche de la performance, il est en train d'arriver petit Ouais. à petit. Parce qu'aujourd'hui, les leaders incontestés, c'est les States. Il n'y a pas mieux. Alors, Les states. ouais, là actuellement, sur les meilleurs lifters au monde, c'est les États-Unis. Mais tu as un gros pôle sur le côté pays de l'Est, comme en haltéro, Ouais. j'imagine. Les Ukrainiens, etc., sont très forts. Et après, c'est tout. Et Ouais, après, ouais, les pays du Nord. Pays du Nord, la Suède, Norvège, ils sont forts. Ok. Ils sont costauds. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant dans votre sport aussi, que nous, on n'a pas dans nos CrossFit, c'est qu'il y a testé et non testé sur les compétitions. Ouais. Et du coup, vous, dès que vous parlez de résultats et tout, c'est tout le temps en testé. Là, ici, on te parle uniquement de l'IPF, donc c'est la fédération internationale. Et en France, c'est rattaché à la FF Force. Donc c'est la seule fédération de force qui est rattachée au ministère. D'accord. Donc ça, c'est testé. Et vous êtes tout le temps testé en compétition et vous êtes Non. Non, loin de là. C'est aléatoire, mais. En fait, un contrôle antidopage, ça coûte tellement cher que tu peux pas le faire à tout le monde. Mais sur le papier, oui. Normalement, il y a les contrôles antidopage sur chaque compétition. Bon, là, on a fait les championnats de France, il n'y en a eu aucun. Donc, Ok. Et pour vous, c'est pas bien exécuté. bah, moi, dans l'idéal, chaque athlète est testé, tu vois. Mais c'est pas. Ça coûte combien de tester antidopage? Je sais pas, mais plusieurs centaines d'euros. Mm. Mais bon, sur un championnat de France, on était 400. On peut pas faire 400 contrôles, tu vois. Ils préfèrent mettre l'argent sur les Les JO. JO. Oui, bah cette année, oui. Ouais, mais les sportifs de très haut niveau et les TSTE, enfin ceux qui sont vraiment représentent. Bah en force, il y en a quelques-uns. Ils doivent être 10-15, je pense, sur la liste qui s'appelle Adel. Et là, ils peuvent être testés chez eux. mais du coup, De manière impromptue, De tu vois. 6h à 23h. Ouais, du coup, tu payes un mec qui se déplace. Oui. Vous en Allez, avez changer. vu sur cette liste? Sur cette liste, Sur vous en la avez liste Adèle. qui sont coachés par vous? Moi, j'en ai une. Ok.
Mais c'est rare, hein, t'en as que 15 dans toute la Ouais, France. c'est pour donc, ça que je demande. Ouais. Ok. bah, je dis 15, je m'avance un peu, mais ça doit être un nombre de ce type-là. Ok. Et après, sinon, bah, tu peux être testé en compétition, qu'importe ton niveau, et à l'entraînement, qu'importe ton niveau aussi. Comme moi. Tu as été testé. À l'entraînement? Ouais. Genre, ils sont pointés à Il y la a salle. 4 ans, j'étais en train de faire mon squat. Mehdi était en train de faire son bench. Et il y a un monsieur qui rentre avec sa manette. Bonjour, je cherche Alexis Bachelet et Mehdi Sahari. Du coup, il nous a testé à la salle. Ok. Et ça, c'est souvent sous délation, dénonciation. Ouais. Oh, des gens qui vous voulaient du mal. C'est des tracteurs. C'est les Russes, c'est ça? Ouais, je pense, C'est ouais. à cause de Mehdi, c'est ça? Non, le Pas trop buzz mal n'avait des Russes, quand le même. buzz n'avait pas encore commencé. C'est en France, il y a beaucoup de compétitions non testées. Bah en fait, oui, Il y en t'as l'AFF Force. Et ensuite, t'as les autres fédérations comme la WPC, la GPC, ça existe encore au niveau monde, je crois. La WRPF et plein de shows privés, ça c'est non testé. Et il y en a en France, ça? Ouais. Ok, je pensais que non, je pensais que c'était un Mais- truc vraiment américain. Si je me trompe pas, c'est pas des fédérations, c'est des associations. Ouais. Mais c'est niveau mondial. Enfin, il y a Ouais, énormément ouais. d'athlètes qui sont dedans, quoi. Bah, nous, le CrossFit, il n'y a pas de fédération. Ouais, c'est une asso. C'est même pas, Non, c'est une entreprise. entreprise, ouais. CrossFit, c'est une entreprise. Et les compétitions au niveau national, comme Affiliate Battle, Marseille, tout ça, c'est des assos. Ouais, c'est des assos, voilà. Ouais. Ouais. Ok. Bah, nous, la seule fédé qui existe, c'est la FF Force. Ça, c'est testé. Le reste, non. Moi, j'avais une question par rapport au bench. Il y a des mecs qui font que du bench, genre Baptiste Marché. À un moment. T'as des compètes de bench only, ouais. Ouais. Même Lui, je sais plus dans quelle fédération il tirait, mais dans un podcast ou une interview, qui disait aux États-Unis, il disait que l'IPF, au niveau du bench, faisait beaucoup de mal à la vision du sport du bench, justement, Par rapport à quoi? par rapport aux standards. Après, je connais pas du tout les Pour le standards. pontage, du coup. Ouais, pour le pontage, etc. Il disait que c'était pas. Il disait que c'était pas du bench, mais bon, après. Bah, libre à lui. Ouais. Ouais, venons lui règle son compte. Non, mais du coup, ma question, c'était. Non, parce que maintenant, il tire au fusil sur des sangliers, donc... Il fait des cœurs aussi. Du coup, ma question, c'était plus savoir un peu ce que vous pensez des. C'est un peu, tu sais, par rapport à un peu comme un box, t'as 20 fédérations, t'as toujours un champion du monde qui sort de nulle part, d'une fédération où il y a personne. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux dans votre sport avoir une seule fédération, soit tout le monde non testé, soit tout le monde testé, etc., etc. Pour moi, 2. Ouais, Une deux. testée, une non testée. Puis c'est tout. Mais pas un truc que de bench, un peu un truc. Après, lui, bon, pareil, je connais pas exactement les compètes qu'il a faites, etc. Mais ça devait être du WPC, GPC, peut-être WRPF, je sais pas ce qu'il a fait. La section où il fait que du développé couché, c'est dans la même fédération, c'est pas une fédération à part si tu veux. Dans la même fédé, tu peux faire l'AFA en équipé, l'AFA que avec les bandes de genoux, l'AFA que avec le bench, l'AFA que avec le bench avec le maillot. Enfin, t'as plein de sections si tu Ça, veux. c'est dans quelle fédé? Toutes quasiment. Donc, Même chez nous, tu peux faire tu peux faire que bench, tu peux faire bench équipé, tu peux faire. FA et FA Mais il y a des équipé. T'as variations 4 de- disciplines. Il y a des variations de standards entre les fédés. Oui. C'est ça ma question. Oui. Ouais, Là, si on est plus là, tu vois. Ouais, modifier les standards. Le standard chez eux, c'est que déjà ton coach peut te passer la barre, alors que nous, c'est un spotter. Donc ça, c'est réglementé. Suivant les fédérations, ils n'ont pas le start au début, donc ils partent quand ils veulent. Nous, il y a un start. Tout le monde a la claque. Eux peuvent rester que sur les pointes de pied. Nous, on doit avoir les pieds à plat, pardon. Donc voilà, il y a des petites modifications. Et par contre, oui, je pense que pour avoir cette équité en termes de standardisation, il faudrait mettre les mêmes standards pour tout le monde. Au moins, chacun peut se comparer avec les autres, tu vois. Même s'il y a testé, non testé, bah déjà, sur un point de vue technique, si c'est le même, ça amène moins de débat pour pas grand-chose, tu vois. Si c'est juste pour des pointes de pied, tu mets tout le monde à plat ou tout le monde en pointe de pied, peu importe. Mais au moins, pied d'égalité, quoi. Ok. J'avais une question, mais plus pour tout le monde. Là, en CrossFit et en SBT, vous considérez, vous les gars, c'est quoi les minima en CrossFit si on veut viser des compètes locales, régionales et nationales? On fait nous versus vous, c'est ça? Ouais. Ok. Je voulais voir en fait les... Mais tu sais quoi, commencez-vous, comme ça, vous n'avez pas nos réponses. Pour des crossfitters, on parlait. Ouais, vraiment. Ah, Ouais, commencez- moi je réponds pour des crossfitters ou pour des nationaux en FA? Pour les nationaux en FA, ouais. Ah, ok.
On voit en fait, en gros, un crossfitter de niveau national, à quel point il est éloigné d'un force. Ok, bah, Je fais ma liste. pour nous, il nous faut un poids de corps. Regarde, on prend un 83 Ok, parce que d'un 59 à un 120, il n'y a Ouais. rien à voir. Tu En vois. junior, on va junior prendre- ou en open? en open. On va prendre 83 et 89 parce que les crossfitters, c'est plus ou moins le poids qu'ils font. À peu près. Bah, du coup, 93 et 89. Ouais, ok. Allez. Nous, on fait en moins de 93 et vous en à 89 kilos, quoi. Ouais, allez. Ouais, on va C'est dire bon à moins de 90 kilos. Ok. On va dire que les veaux 93, ils font 90. Allez, ça marche. Il faut un gros water cut. Un gros. Du coup, pour le squat, Mm. un standard qui permet de concourir à l'échelle nationale. Mm. C'est ça? Par Vas-y. rapport à ce qu'il y a comme niveau en ce moment. Ouais. Ouais. Entre 2,70 et 2,80 au squat. Ok. Pour moi, tu fais pas un top 3 93 en France si tu as moins de 2,85 à peu près. Et le dernier de la compétition, il va faire combien? C'est moi. Bah, il va faire. S'il a un gros deadlift, un gros bench, il peut faire 2,50, mais Mm. vraiment pas moins de 2,50. 2,80. Entre 2,50 et 300 et quelques. Ah, là, en 93, en open. Ça va. Bah, Gabriel Beg, le Ouais, premier enfin celui qui a le meilleur résultat français là ces derniers temps, il fait 300 au squat. Ok, Et ben, lui il pèse 90 d'ailleurs. Gaillard. Ouais. Victor Hofer qui s'est qualifié au Games cette année, français. Il est quoi, à 2,10, 2,15? Moi, je sais pas, je connais pas Sévar. Mais... Je crois qu'il a, il est à 2,10. Il y a un crossfitter qui a fait une compète de force là. Oui, Ouais. Il a fait, J'ai vu là, il a passé 2,40 au squat. Ouais. Mais il s'est pas qualifié au semi-final, tu vois. Il a déjà fait les Games auparavant dans sa carrière, mais là en ce moment, il a pas le niveau de CrossFit pour aller aux Games encore. Ok, donc 2,10 contre 300. 2,10 entre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, après, nous, on fait pas de muscle-up, quoi. 2,20, et les gros, les mecs qui sont considérés comme bons dans les épreuves de force en CrossFit, ils vont faire 2,30. Ok, et ces mecs-là, ils ont combien à l'épaulé? En vrai, il y en a pas beaucoup des mecs en France qui font 2,30. Non. Hein. Ils Là vont où faire les gens- 100. Ouais, mais ils vont épauler 180. 180. Ok, bah, ils ont un bon ratio Ouais, entre un les bon deux. delta, quand même. ouais. Et du coup, Parce qu'il. Il fait 180 à l'époque. Bah oui, Georges. Jules Castor. Ouais, mais là, Jules Fauché. Non. on parle du. Testé ou non testé? 160, 170. Ouais, alors. Je débâche. ok. Pour tester fourchette, semi-finals, entre 155. T'en as qui vont faire 155. Tu parles de et l'épaulé, là. 180. Ouais. Ok, et squat de 20 à peu près. Entre 200 et 220. Ok. Pour accéder au haut niveau, je pense qu'il faut 200. Ouais, il faut 200. Et Pour pouvoir prétendre. Après, parce que tu as tellement d'autres trucs qui vont me rentrer en compte, il faut au moins 200. Si c'est ton point faible, il te faut 200. Si ton point de fort, il te faut 230. Tu vois. Après, les games, Les Games 230, pareil. ils ont non, pas plus que 2,30? 230. ouais. T'en as un, il avait fait 200 en front squat en 2021, là. Quand c'était les Ça, c'est Games, solide. ça. Mais tu vois, eux, ils parlaient de niveau national. Hein. Ouais, je parle de national, ouais. Eux, ils parlent de niveau national. Hein. Les vidéos. Les Games vidéo. Ah non, à l'Inter, c'est autre chose. Mais non, parce qu'ils étaient en train de parler. Non, mais je rigole. Mais non, mais eux, ils parlent de niveau national. Parce que nous, crossfitter niveau national, tu prends les 30 athlètes qualifiés aux AFI, c'est entre 180 et 200. Ok. 10 Donc il y a 100 kilos d'écart, quoi. Ouais. bench. C'est là où on va voir des. Bench, je dirais entre 180 et 200, 210. Ok. Bah, D'accord. Ça doit être entre 120 et 150, 160. C'est ça. Ça, je crois que Max, Willy Georges, c'est 160 qu'il a fait. Ouais. Et lui, c'est vraiment le plus fort. Et après, c'est ça, c'est entre 120 et. Là, pour le coup, vous en servez tellement peu, entre Ouais. guillemets, du bench en tant que mouvement dans votre sport, Ouais. que ça paraît logique. Ça vient un peu. 3 ans, mais c'est vrai qu'avant ça, je crois qu'il y avait rien. Ah bah avant, tu faisais du bench dans une mode de crossfit, on te regardait de travers. Hein. Guillaume Alors- Briand, il avait fait 170. Ouais, il est fort. Ouais, c'est vrai que Guillaume Briand, il est fort du haut du corps. C'est un ancien nageur, donc il est fort. 170, c'est épais, ouais. Sans optimisation, parce que en vrai, sans cracher sur une rien, techniquement, c'est pas fou en vrai. Non, c'est dos plat. Ouais. C'est encore plus, quoi. Bench renfo, quoi. impressionnant. Bench prépa physique, Bench d'un mec renfo, qui a ouais. pas fait de formation. Ouais, voilà, Ouais, bench prépa physique. Ouais. Faut qu'ils viennent au séminaire. Et Là, terre. On a 120, 130 d'écart chez eux. Ouais. C'est ouf. Gabriel qui a fait 300 là, lui, il bench 210 à peu près. Ok, ouais. Et terre. Minimum Là, 3,15. par contre, ouais, les disparités,
Ouais. Parce que Minimum 3,15. Gabi, Voilà. Gabi fait 300. Hein. Ouais, mais parce qu'il a un gros. Eh ouais, il a un gros bench. Le meilleur français, enfin celui qui a le meilleur total là ces derniers temps, il fait 300, 310. Ouais, ok. Là, il a fait 310 à l'Ardent. On va dire le mec qui remporte la médaille au terre. Parce que bon, je sais qu'il n'y a pas de médaille par mouvement en FA comme en altéro, mais. En international, En si. international, Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. Bah, c'est Pierre que je coach qui fait aux alentours des 350. Ok. Ouais, nous on est sur du. Mais par contre, en 240. 93, ouais. Mais par contre, en comparaison, il a un bon bench parce qu'il vaut 185 pour l'instant à peu près. Par contre, au squat, vu que sa morpho elle est pas du tout adaptée, il a 2,67. Ça va pour une morpho pas adaptée, c'est. Ouais, mais c'est le bas du classement. C'est chez le nous. bas du classement sur le En squat, squat. et il compense par son terre et son bench. Ouais. Donc, Et c'est rare d'avoir un gros bench et un gros terre quand même. Parce que si Ouais. t'as des longs segments, t'as beaucoup d'amplitude. Ouais, ouais. Mais il compense avec le fait qu'il soit bien musclé, donc ça aide. Donc là, pareil, ça me va. Enfin, même plus. Nous, Nous, 2,20 plutôt. de non 20, t'en as qui vont faire du 2,50. Ouais. Si tu prends les 30 des affis là. Ah oui, Georges, il a fait 300. Hein. Ouais, il a fait 300, ouais. C'est costaud. Costaud. Vraiment. Bon, ça ressemble à un épaulé. Enfin, ça ressemble à une charge Ouais. d'épaulé, mais oui. Mais Ouais, oui. c'est appui-cuisse, quoi. Mais après, il Ça avait appuie- fait, non, il a fait avec une en compète en ouais, FA, c'est hein. vrai, ouais. Donc les standards, ils y sont. Ouais. Mhm. Non, c'est costaud. Ouais, il est gaillard. Hein. Mais du coup, ouais, le delta squat deadlift, il est pas énorme. Celui qui fait 2,20, il fait 2,50 au terre. Ouais. Celui qui fait 2,20 au C'est squat. plus chez vous. des ratios d'haltérophiles. Ouais, et Matt Fraser, il faisait 2,20 au squat, il faisait 2,30 au terre. Ouais, tu il avait vois, un c'est- delta d'haltérophile vraiment. Et moi, j'ai déjà eu des clients que j'ai commencé à coacher qui squattaient leur deadlift Ouais, ouais. et qui deadliftaient leur squat. Et souvent, on avait le problème de la barre dans le bas du dos dès qu'ils faisaient des WOD ou dès qu'ils faisaient des dumbbell snatch. dès qu'ils faisaient Du coup, Chaîne postérieure trop beaucoup faible. de Ouais. terre. Julien, par exemple. Bah, c'est souvent, même j'en parlais au training camp, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient souvent des problèmes au dos. Et tu vois, le réflexe, mais juste d'avoir fait les vidéos avec toi, j'ai dit, ah ouais, c'est quoi ton squat deadlift? Et en fait, c'était soit pareil, soit le deadlift était plus faible que le Ouais, squat. ça arrive ça. Et là, j'ai dit, ah ouais, bah en fait, c'est là le truc, parce que bah, c'est bien, maintenant, on a un peu des éléments Ouais. de comparaison. Et en fait, toi, Julien, le fait de lui avoir fait bosser son deadlift, ça l'a direct corrigé, ça lui a direct enlevé les douleurs. Ouais, direct enlevé les douleurs et il a explosé son squat de 10 kilos. Mais du coup, on reparle de Victor Hofer, celui qui s'est qualifié aux Games là, le week-end dernier. Il y en a un qui se qualifie. Un Français, ouais. Ok. Il est jeune, non Il est 21 ans. 21 ans. Ouais. En fait, il y a 10 Européens et dans le lot, il y a un Français. Il y a un Français, ouais. Pour moi, le ratio population française et nombre de qualifiés en Europe, elle n'est pas encore bonne. Bon, ça va dans le bon sens, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais du coup, quand j'avais discuté avec lui il y a 2 ans au French, c'était encore un genou, il me disait qu'il avait des problèmes de dos, qu'il avait souvent mal au dos. Et je lui ai dit, mais tu squattes combien? Ouais, 180. Et tu deadlifts combien? Bah, 170. Tu vois, il deadliftait 170, il squattait 180. À l'époque, maintenant, il a progressé. Mais même aujourd'hui, je pense qu'il doit encore deadlifter son squat, Moi, je j'ai pense. fait 2,30. Ah, il a fait 2,30, ok, bah voilà. C'était Mais bon. une faiblesse historique de moi. Ouais. C'était une de mes faiblesses historiques. Ouais. Je suis content d'avoir Après, attention, il a des tout petits fémurs. Voilà. Il Il a a- un très grand buste. il a un corps Comment il d'haltéro. s'appelle Victor Hofer. Genre, il a Avec un il a H. une morpho H-O-2-F. faite pour le. Il a une morpho d'haltérophile. Long buste, Ouais. petite jambe. Ouais, ouais. Mais après, il y a des stats qui montrent que pour performer en crossfit, il vaut mieux être petit buste, long segment. Ah ouais? Genre, c'est What Science qui avait fait un truc comme ça. C'est quoi Ouais, Fraser, Plus des longs bustes et petits segments. Ah, Et voilà. courts segments. Le squat Petit. Non, le CrossFit. pour le Non. crossfit, c'était plus des. Genre être très fort en hinge, quoi. Et avoir un petit buste, du coup. Ah ouais? Ouais. Parce que Fraser. Pour une performance en crossfit, hein. Pas du. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours des stats. Tu Mm. prends pas, Ouais. mais tu prends pas le mec qui. T'es pas à l'unité. Quoi. Tu prends pas l'exception qui confirme la règle. Ok. Question sur le CrossFit. Du coup, mais plus pour vous, comment vous faites pour programmer la force en prenant en compte les autres qualités physiques? Moi, j'avais une autre question qui était, est-ce que la force en CrossFit, c'est la qualité mère? Genre, si vous prenez quelqu'un et qu'il n'est pas assez fort, pas assez endurant, pas assez fort en gym, le premier truc, ça va être de faire de la force, parce que ça reste le truc Mhm. constant. Ouais. Ça, je pense qu'on s'accorde là-dessus. Après, comment vous le développez, vous, dans la semaine, et comment vous priorisez, dans le développement de vos athlètes, la Qualité de force, en fait. Alors moi, des erreurs que j'ai pu voir le plus et que j'ai pu faire beaucoup au début, c'était mettre énormément de volume à des hauts pourcentages, genre des 8x4, des trucs comme ça, des 10x3. Là, j'ai mis par exemple des 10x3, mais c'est à des pourcentages qui sont quand même bas. Mais le plus important, je pense, c'est de mettre des pourcentages qui sont
le plus souvent haut, mais avec très peu de volume à côté, moi, je pense. Parce qu'il y a quand même beaucoup de volume sur les thrusters, sur l'haltéro. On va retrouver beaucoup de variantes de squat. Par exemple, je parle du squat. Donc, mettre pas beaucoup de volume, mais plus de l'intensité là-dessus. Et après, pour le deadlift, moi, je mets en général un seul deadlift par semaine et un rappel, genre un EMOM de 10 minutes avec de l'intensité, je préfère. Ou des trucs comme ça, des 1 rep. Ça marche bien, en tout cas. J'ai des bons résultats avec ça. Et au niveau du bench, j'en mets une fois par semaine. Des fois, j'en mets pas, mais je mets beaucoup de dips, par contre. Ok. 2 fois par semaine, les dips? Ouais. Ok. 2 fois par semaine, des dips. Ouais, pour les muscle-up et tout, c'est bien. Tu peux être très fort au bench, mais arriver vite en... Ouais, c'est pas le même plan après. Ouais, voilà. C'est plus pour ça que les dips, je préfère. Au niveau poussé. Voilà. Moi, j'hésite pas à polariser. C'est-à-dire que si, par exemple, là, la priorité, c'est de développer la force, ben, j'hésite pas sur les semaines, on va dire, sur un bloc, sur le travail d'endurance, ben, peut-être faire que du low impact, du porté, donc sur les ergos. Ou alors même des fois si on est sur un bloc où on monte en puissance sur la force, donc on augmente les RPE d'une semaine à une autre. Les 2 dernières semaines où ça va être RPE 8 ou 9 ou 10, sur les séances de conditioning, pas mettre de box jump, pas mettre de double unders, pas mettre de pliométrie et mettre Tu que limites de les l'ergo. interférences. Ouais, limiter, polariser vraiment, genre les semaines où sur la force on va être haut, ben, abaisser un peu le conditioning. Et les périodes où on va monter le conditioning, ben, la force faire juste du maintien. Et polariser aussi un peu entre les top sets et les back off sets. Parce que les crossfitters, ils ont tendance à vouloir faire du volume avec de l'intensité. Et peut-être faire, on va faire un top set un peu lourd. Mais par contre, les back off, ils vont être un peu plus légers, tu vois. Et puis, les périodes aussi où on cherche à transférer la force pure à la force dynamique sur l'haltéro. Pas hésiter à réduire un peu le volume sur la force pure pour pouvoir avoir un peu plus de fraîcheur sur l'haltéro. Dans tous les cas, tu peux pas être. Non, partout. voilà. Moi, Les crossfitters croient que oui. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut mettre peu de volume sur la force quand même. Ça dépend de Dans la un sport période. comme Ouais. un crossfit. Tu vois, un mec comme lui qui a réduit le crossfit pendant une période, là forcément tu peux te permettre d'avoir plus de volume, plus de fréquence. Par contre, si tu maintiens le crossfit à côté, il va plus falloir, je pense en tout cas, fonctionner par petites touches, tu vois, avec à la limite tu peux même penser à faire peut-être sur un bloc de 4 semaines, 2 semaines de fort volume et 2 semaines d'intensité avec volume réduit. Et tu polarises comme ça. Ça peut bien marcher, je pense. Et aussi, privilégier surtout, vraiment, c'est bête à dire, hein, mais la qualité à la quantité. C'est pas parce que tu fais un 10x3 qui va être ultra rentable. Si ça se trouve, tu vas faire juste une montée en gamme, mais avec ton implication, tes intentions, elle sera plus rentable et plus transférable que ton 10x3. Tu vois. Tout à fait. Et dans un sport comme le vôtre, les ressources, elles sont pas illimitées, donc il faut faire les bons choix. Ouais. Ah oui, ça c'est important. Ouais. Et est-ce que ça vous arrive d'avoir des athlètes où, si vous recrutez un athlète et vous dites, moi, mon objectif, c'est de faire la compétition en indiv, genre l'année prochaine, dans 2 ans, ça peut vous arriver de lui enlever totalement du crossfit et faire que de la force s'il y a vraiment un retard? Non, quand même. Non, tu peux pas. Il fait, c'est il fait du crossfit, il fait pas de la force. Faut quand même qu'il se fasse kiffer. Toi, bah, tu as pris Clément Ville. Ouais, Clément. Et tu lui as mis que 3 séances de force par semaine. Ouais, mais en vrai, sur les 3 séances, il y en avait une qui était vraiment où on cherchait la force, et les 2 autres, c'était vraiment pour développer ses qualités et un peu ses standards et ses positionnements. Par exemple, T'as une séance de SBD qui est vraiment genre à vocation de développer de la force et l'autre. c'est ça. Et en gros, sur le développement de la force, si je dis pas de conneries, il avait un top set au squat en single, et ses back-off, c'était un 2x2 ou un 3x2, tu vois, un peu plus léger. Et en fait, l'objectif que je lui avais donné, c'était vraiment de garder son positionnement. C'est le truc principal. La charge, on s'en fout un peu, mais vraiment le positionnement. Pareil, on avait vu qu'on voulait être un peu plus spécifique sur le CrossFit, le bench, on l'a passé à un bench semaine, et les 2 autres, en fait, c'était de l'overhead, parce qu'il voulait vraiment progresser au-dessus. Ouais, Donc, vraiment sur le CrossFit, press. En gros, il a juste fait un cycle de 3 mois pour se développer. Hier, on a fait le SBD de fin de cycle, parce que là, vous partez sur une période un peu plus compétitive. Ouais, l'été, c'est souvent là où la concentration de toutes les compètes. Ouais. Donc là, du coup, il arrête. En fait, Parce il que vous reprendra. pouvez vous mettre torse nu, ça. C'est exactement ça. La base. Ouais, même en hiver. Et du coup, là, tu vois, sur le cycle de 3 mois, il était content. On n'a pas pu faire le max au strict press, mais il a pris 10 kilos sur le squat, il a pris 5 kilos sur le bench, sachant qu'on en faisait qu'un par semaine.
Et il a pris 10 kilos aussi sur le terre. Tu vois. Donc, c'était l'objectif de s'améliorer parce qu'il avait un déficit sur ça. Donc, ouais, l'objectif était atteint. Mais voilà, sur les 3 séances semaine, il n'avait pas 3 séances full intensité. Ouais, mais il faut se rendre compte aussi que quand on fait un cycle où on fait beaucoup de force, dès que tu vas reprendre le crossfit, bah, tu vas avoir un gros gap, tu vas avoir une grosse perte de nerveux. Même si au niveau de structure, tu n'as pas de changement, mais au niveau nerveux, tu vas beaucoup baisser. Donc je pense qu'il faut toujours un peu maintenir un peu. Oui, clairement. Ouais, clairement. Donc même moi, je mets souvent des trucs, des petits watts de 10 minutes. Si la force, c'est le point principal, mais je mets toujours des petits watts de 10 minutes à la fin. Surtout que tu peux fonctionner de manière complémentaire avec ta force. Tu peux, par exemple, mettre ton WOD avec, par exemple, des mouvements plutôt antagonistes à ce que tu as travaillé avant pour respecter un équilibre, un peu un développement type hypertrophie dessus. Ça se fait totalement. Donc ça peut prendre son sens. Moi, je peux avoir, ça m'arrive en saison off, un athlète qui va avoir besoin de progresser sur son squat ou son deadlift. Une bonne séance squat, deadlift, assistance. Et derrière, on va faire 45 minutes d'intervalle sur ski erg. Tu vois, on est sur une autre partie du corps, on travaille au niveau métabolique, on travaille sur son débit cardiaque, etc. Mais sur le haut du corps. Ouais. Mais à l'inversement, tu vois, même en force, j'ai par exemple des athlètes qui sont en période off. Bah là, du coup, ils vont avoir une partie de leur séance, on fait de la FA, donc sur de la FA. Et en fait, le renfort, je le mets sous forme de circuit. Et pareil, ils peuvent mettre, je peux leur mettre du vélo, du rameur, etc. Ah ouais, c'est pas du crossfit. les pauvres. C'est pas du crossfit, hein. Mais l'objectif aussi, c'est d'améliorer toute leur qualité physique. Tu reviens à la base de la prépa physique, Voilà. PPG, PPC, PC. En vrai. Non, mais c'est un peu où dissocier, associer, intégrer, des trucs comme ça. C'est des fois. Moi, j'ai une vision un peu différente là-dessus, dans le sens où avant, on avait tendance à faire des cycles où on va bosser la force, puis ensuite des cycles où on va bosser la puissance, puis la vitesse, puis machin. C'est un peu des conneries quand même. Bah, le problème, c'est que si tu fais 3 mois de force et qu'après tu fais 2 autres qualités, les gains que tu as fait au début, ils se sont estompés, tu vois. Donc on a plutôt tendance à varier les sollicitations au sein d'une même semaine avec un côté force, un côté hypertrophie, un côté résistance, un côté un peu plus cardio et de maintenir ces qualités-là. Maintenant, vu que tu as plusieurs curseurs en même temps, c'est juste les curseurs qui vont s'agencer différemment en fonction de la période où tu te trouves. Oui, bien sûr. Moi, je réduis le pourcentage de travail anaérobie, les périodes où on fait de gros pics de force et vice-versa. Les périodes où on fait beaucoup de force, on va faire sur du seuil, sur de la zone 2, de la zone 3, puis après on inverse, quoi. Et du coup, emerging stratégie pour des crossfitters, tu penses que ça peut être... Le principe de l'autorégulation, oui, peut-être même encore plus que nous, parce que les interférences crossfit, elles vont être encore plus importantes sur les variations de forme. Après, emerging, ça demande d'avoir justement un cadre le plus stable possible à côté. Et vous, c'est pas stable. Rappelle ce que c'est emerging. Ouais, parce que j'étais où, emerging, pour la faire simple, tu as un schéma de semaine que tu répètes continuellement sur un format donné. Même série, même rep, même RPE, même exercice. Ouais, tu as ton RPE qui ne change pas sur 4, 5, 6, 7 semaines. Ensuite, donc ça se transitionne entre blocs de développement et blocs d'exploitation. Et tu alternes à chaque fois. Des fois, tu as des blocs de pivot pour récupérer un petit peu. Mais sinon, tu refais toujours le même schéma ou presque. Donc ça, pour avoir un bon impact, il faut que tu aies un cadre stable à côté. Et vous, même si vous avez des stratégies de séance qui restent les mêmes de semaine en semaine, c'est pas non plus très stable. Enfin, vous avez des changements de mouvement, des changements de sollicitation, etc., si je me trompe pas. Ouais. Donc là, ça va être compliqué de pouvoir bosser là-dessus. Ouais. Voilà. Et sur une saison off où il fait beaucoup d'ergo et pas beaucoup de WOD. Ouais, là, ça peut être pertinent. Après, l'emerging, ça convient pas à tout le monde. Mais pourquoi pas Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Faut juste voir ce qui Après, convient, une personne qui s'entraîne, tu vois, nous, on a des personnes qui vont s'entraîner 2 fois comme 1 fois par jour, tu vois. Moi, une personne qui va s'entraîner 1 fois par jour, je vais lui mettre son travail de force parce que, surtout dans les progs standardisés, c'est vraiment le facteur qui leur manque. Et après, je leur mets j'ai des intervalles, etc. J'en mets 1 fois par semaine, mais je vais pas plus loin parce que eux, ils font du crossfit, ils ont envie de faire du crossfit, ils ont envie d'aller à la salle en faisant du crossfit et faire une progression sur 12 semaines, rameur wall ball par exemple. Après, le lendemain, je leur mets une progression run et le lendemain, je leur mets une progression box jump
thrusters, par exemple, ils vont me dire au bout d'un moment, je vais me faire Bien chier, sûr. je fais tout le temps les mêmes mouvements. Moi, je veux de la variété quand même un peu Bien sûr. Ouais. dans ma pratique. Donc, faut pas oublier qu'il y a la théorie, mais il y a toujours quand même cette partie de les gens, ils font du crossfit parce qu'on leur a vendu de la variété. Ouais, je posais la question de l'emerging strategy parce que le dernier podcast qu'on avait fait avec Alexis, on avait un pote qui l'avait écouté qui m'avait dit ben moi je fais l'inverse parce que tu disais un athlète de force il doit avoir une routine, il doit se coucher à la même heure, faire la même séance, etc. pour avoir max d'adaptation, que le stress vienne que de sa séance de force. Et lui, il m'avait envoyé un message en mode non, mais moi je préfère faire l'inverse dans le sens où j'ai besoin de variété à l'entraînement, sinon je m'ennuie. C'est un athlète de force? Non, c'est un crossfitter. Ah oui, bah c'est différent. Et il me disait, moi, pour la force, non, en fait, j'aime bien varier. Et comment tu gères un athlète, comment vous gérez un athlète qui a un tempérament où il s'ennuie vite? Bah en fait, Il prend pas de la force athlétique. déjà, la force c'est un sport qui est routinier. Ouais. Ok. Maintenant, t'as plusieurs solutions. Il n'y a pas que le travail de force dans l'entraînement en force, donc tu peux très bien amener de la variété avec ton travail d'assistance qui est complémentaire. Tu peux, et je conseille de demander de faire une activité annexe à la force, d'accord, qui crée pas trop d'interférences, mais une activité annexe quand même pour créer de la progression sur d'autres axes, parce que le jour où tu progresses plus trop en force, c'est bien de se voir évoluer dans autre chose à côté pour tenir sur le long terme. Ok. Donc déjà ça, le fait d'avoir une activité, puis ensuite de gérer ton renfort différemment et tes sollicitations différemment, bah là t'es pas sur un système trop routinier déjà. Du coup, vous pourriez changer d'assistance toutes les semaines? C'est faisable ça ou Ça c'est faisable selon le profil. toutes les 2 semaines ou... Moi, généralement, ce que je fais, c'est que, comme tout à l'heure, hein, je mets du challenge, soit sur des circuits, Ouais. où l'objectif, c'est de s'améliorer, de faire, par exemple, plus de tours, ou de faire en moins de temps possible, ou même, en fait, sur le renfort de manière générale, de réussir à augmenter son tonnage, Ouais. tout simplement. Ouais. Moi, ce que j'avais fait avec un athlète un peu de ce type-là, bah, je te prends l'exemple que du dips et des tractions, mais je faisais une semaine avec un AMRAP sous forme de temps, donc poids du corps, maximum de reps en 7 minutes, sur pull-up et dips. Donc là, il avait un score. Les Là, dips, ça doit être violent. Ouais, tu congestionnes beaucoup. Ouais. Ah, ça doit être énorme. Et ensuite, sur la semaine qui suit, je gardais les deux mêmes exos, mais avec une dominante de force. Donc je mettais un 3x3, le plus lourd possible au dips, et pareil à la traction. Et ensuite, la semaine 3, je reprenais la semaine 1 et j'alternais Semaine comme A, ça. B, semaine A. Voilà. Ok. Tu peux avoir des semaines AB, ça marche bien aussi. Pas de variation sur les SBD. Sur les mouvements, les main lifts, Ouais. non. Genre, tu peux pas faire semaine A squat, semaine B pin squat ou... Bah là, tu fais du West Side Barbell, là. Ouais. Et en tout cas, personnellement, je suis pas convaincu de l'efficacité si tu mets ça sur un athlète raw, non testé, etc. Dans notre cas spécifique à nous, il faut quand même que tu puisses Et des adaptations. créer des adaptations techniques et nerveuses sur un même mouvement. Ton pattern, si chaque semaine tu le changes, comment tu fais pour créer des repères dessus? C'est pas faisable. Ok. Parce que nous, on avait des concurrents qui, dans leur programmation, intégraient le West Side. Je dirais pas qui. Ouais, mais encore une fois, Ah non, leur cycle de force, c'était sur c'est le modèle Westside. Toutes les semaines, ils changeaient la variation du main lift. Ouais, mais tu t'adresses pas à des athlètes de force déjà. Ouais. Le potentiel de force, il est nettement moins développé chez un crossfitter qu'un force athlétique, force athlétiste. Du coup, les impacts négatifs comme positifs, bah, ils vont moins se ressentir de votre côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vu que le développement il est un peu moins bas, bon, c'est pas peu importe ce que tu fais, mais tout ce que tu vas faire, ça va quand même amener une adaptation. Même si tu es moins précis, tu vas quand même pouvoir progresser, tu vois. Ok. Parce qu'il y a quand même un potentiel à développer déjà avec du SBD avant d'ajouter des trucs. Et déjà, le mec qui fait pas de SBD, si tu fais pas de SBD, peu importe ce que tu vas faire comme programme, tu vas pouvoir créer des adaptations dessus. Donc même si tu modifies à chaque fois et chaque semaine, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je sais pas. Et encore une fois, ça dépend du profil que tu as. Si tu as vraiment un profil type extraverti et qui a besoin de beaucoup de variations et beaucoup de variété, peut-être que le pourcentage que tu vas perdre d'un point de vue ancrage du pattern, tu vas le gagner de l'autre côté parce qu'il va avoir une motivation décuplée. Ouais. Donc l'un dans l'autre, tu vas peut-être être plus rentable sur ton autre schéma, tu vois. Ouais, c'est sur mes montées en gamme que j'ai ajouté de la variété beaucoup. Tu vois, par exemple... Tu fais une montée en gamme à l'arraché, ensuite tu fais back squat. Non, par exemple, sur le squat,
Sur les formats, genre je faisais 5-4, 2x5, 2x4, 2x3, 2x2. Ouais. Et en fait, l'objectif de la séance, c'est monter sur un doublé. Et par exemple, ça, c'est la semaine 1. La semaine 2, c'était 5, 4, 3, 2. Et après, je faisais plusieurs séries en doublé pour monter sur un top 7, etc., etc. Ça me permettait de faire mon volume avant et de finir sur mon top 7 comme je suis en phase de reprise. C'était des formats comme ça. Ça m'apportait de la variété. Je me faisais pas trop chier à l'entraînement. Ouais. Donc, il y a des trucs, stratégies comme ça que tu avais présenté au training camp de faire un 1x5, tu mets une charge début, et après 1x5 RPE7, 1x5. Ça, c'était pour sortir de la compétition et reprendre le travail de force, de faire une incrémentation en volume, mais en gardant le même RPE. Ouais. 2x5, 3x5, 4x5 et terminé sur un 5x5, mais toujours sur du RPE6. Ça, ton tonnage de la séance, il a augmenté. Et normalement, avec l'élan que tu es en train d'initier, ta charge aussi, même si ton RPE, il est resté équivalent. Oui, voilà. Mais c'est un peu le même objectif. Ça peut se faire. Et moi, ce que j'avais mis en place une fois, c'était une gamme montante. Et je commençais sur 1 x8, x7, x6, x5 pour la première semaine. Et ensuite, je faisais une décroissance d'une rep à chaque fois. Au lieu de commencer en x8, je commençais en x7. Donc je termine en x4 et ainsi de suite pour terminer sur du single 5 semaines après, quoi. Ouais, c'est des formats qui Tout sont se fait en vrai. Oui. C'est des formats qui sont beaucoup en altéro, ça. Ouais. Genre là, il y a Pierre Gourrier, c'est un des coachs d'altéro. Il a fait 3 fois les JO. Il nous montrait ses carnets d'entraînement dans les années 70, tu vois. Et il faisait beaucoup de variations au squat. Et comme c'est un mouvement d'assistance, c'est pas ton mouvement en altéro, il faisait beaucoup de variations en fonction de sa forme du jour. Et lui, il se programmait pas à l'avance, tu vois. Il faisait que squat. Ok, aujourd'hui, je me sens bien, je monte un peu lourd. Aujourd'hui, non, je reste sur des quintuplés à 170, 200. Du coup, c'est de l'autorégulation, mais là, il y a tout le format qui change, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Ok. En termes de stabilité de progression, encore une fois, je ne sais pas si c'est le mieux ou pas, mais ça reste pas son mouvement spécifique. Ouais. Après, il a fait 162,5 de 15, quoi. C'est quand même... c'est honorable. Ouais. C'est quand même gaillard. Mais est-ce qu'il aurait fait la même chose, tu vois, sur l'arraché et l'épaulé, à changer son schéma au dernier moment? Il le faisait aussi, ça, ou pas? Ouais, il faisait beaucoup à la forme du jour. Ah ouais. Et il y a même, par exemple, des crossfitters, je vous dirai le nom après, mais il y a par exemple un crossfitter qui a fait les games plusieurs fois. Lui, il va à l'entraînement, il sait pas trop ce qu'il va faire. Il a une idée déjà, parce que tu as ta base de semaine, entre guillemets, mais dans les formats même, c'est pas rempli, tu vois. Il va faire varier son intensité et son volume en fonction de comment il se sent le jour même. Ok. Il y a beaucoup, enfin moi, en parlant avec pas mal d'athlètes qui sont à un bon niveau, ils font pas mal ça quand même. Dans d'autres sports, que ce soit à l'aviron, tu peux retrouver par exemple un circuit C2, en fonction de ta forme du jour, tu vas mettre plus ou moins d'intensité, tu vas faire plus ou moins de séries. En fait, ils cassent un peu le côté monotonie pour privilégier leur motivation au final. Ouais, leur plaisir et tout simplement aussi leur forme du jour et varier. Et l'objectif de Pierre Gourrier, par exemple, c'est de s'entraîner tous les jours. Tous les jours pour pouvoir faire quelque chose. Ok. Et ça se retrouve de plus en plus, ça. J'ai l'impression, en tout cas en écoutant beaucoup de podcasts sur des prépas physiques, qui disaient ça. Le plaisir et surtout s'entraîner, essayer de bouger tous les jours. Avoir un cadre moins rigide. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'il y en a, ils font... je pense, en CrossFit, les deux gars, ils vont être d'accord avec moi, c'est que tu as des mecs très forts et qui, au final, n'ont pas duré dans le sport. Dans notre sport du CrossFit, ils ont fait 2 ans, 3 ans à très haut niveau. Ouais, mais il y a une longévité qui mais t'as de la saturation qui existe. Ouais, voilà. Et chez nous, notre bataille un petit peu aussi, c'est éviter ce côté saturation avec un sport qui est ultra routinier comme nous. Et personnellement, plus j'avance, plus j'essaie de leur demander d'aller chercher un peu autre chose à côté, une autre activité, d'autres sources de développement, même si c'est pas sportif, tu vois, du développement intellectuel, de l'entrepreneuriat, enfin peu importe selon les objectifs de chacun, mais essaie de t'accomplir dans autre chose, parce que s'il y en a un qui fonctionne pas à un moment, faut pouvoir te rattacher. Si tu fais que de la FA, au bout d'un moment, si ça crache, t'es au fond du trou. C'est ce qui s'est passé pour ceux que tu parles, qui ont fait des carrières courtes, c'est qu'ils ont fait que du CrossFit et il y avait rien à côté. Bah ouais, mais après, la demande du CrossFit, tu t'entraînes 3 fois par jour, tu peux pas... T'as quand même la variété dans le sport, tu vois. Par exemple, vous dites ça, mais le Alexis d'il y a 6 ans, peut-être il pensait pas comme ça aussi. Il pensait que FA, et puis il avait des cheveux. J'avais des cheveux déjà. Et puis si tu me réinvites sur un podcast dans 2 ans, mon discours il aura encore changé, et heureusement.
Ça voudrait dire que je suis un vieux con. vieux con qui change pas d'avis. Un vieux con de 26 ans. Donc, ouais, non, 25, s'il te 25, plaît. pardon. Et ne me vieillis pas. donc oui, non, il faut avoir d'autres sources de développement à côté, je pense. J'ai vu que tu t'étais mis au vélo à côté. Ouais, bah, par exemple, tu vois. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup d'athlètes hybrides, entre guillemets, qui viennent juste pour la partie force et qui après eux gèrent leur cardio à côté? Non, enfin, nous, notre Non. cœur de métier, c'est la FA et Parce que comme vous avez des crossfitters qui viennent juste pour la partie force, tu vois, je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres. Après, par exemple, bah là, c'était mon premier athlète, Ok. crossfitter aussi. Et l'objectif, c'était juste sur un cycle, en fait. C'était pas sur un suivi comme on fait en force sur toute l'année et pendant. C'est dommage d'en Cette année. faire qu'un, tu vois. Non, bah là, c'est juste qu'il part en période de. Il part en période de. De compète. En fait, en période off, bah, on reprendra sûrement, tu vois. Et vous trouvez que la FA, elle va en poupe par rapport aux autres sports, du coup? On voit beaucoup de gens qui se mettent au running, forme d'entraînement hybride, crossfit. est-ce que c'est en train de plus se développer, c'est ça que tu veux dire? Par rapport à d'autres sports. Par rapport aux autres sports, je suis pas assez, je pense, qualifié justement dans ces sports-là pour avoir une vision objective. Bah, je pense que le running, ça se développe quand même plus en termes d'accessibilité. Déjà, c'est beaucoup plus simple. Mais ce qui est sûr, c'est que la différence de développement entre il y a 5 ans et maintenant, elle est énorme. Ouais. Elle est vraiment énorme. Il y a... Dans tous les Basic Fit, t'as des gens qui font un semblant de FA. Bah, dans toutes les salles commerciales, tu y vas en heure de pointe, t'as un mec qui a une ceinture de force. Ouais. Avant, il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Il y Mais avait parce pas que de poids libre. Enfin, il y avait Parce pas que de tu peux barre. en faire n'importe où de la FA. Là, l'haltéro, tu peux pas en faire dans n'importe quelle salle, en fait. Ouais, tout dépend le niveau après, Tout parce dépend, que tu es vite limité Oui. selon ton niveau de compétitivité avec le matériel. Mais oui, tu peux la pratiquer en tout cas. Et même un athlète de haut niveau, s'il se déplace et qu'il a qu'une salle commerciale, il pourra faire son entraînement. Dans tous les cas. Mais Vous, ça se voit quand pas on- forcément. Bah, quand on se déplace en compète, etc., où il n'y a pas forcément d'endroit où s'entraîner. Par exemple, quand on était à Villepinte, on s'entraînait dans un fitness park. Mm. Bah, on fait avec, hein. On fait avec ce qu'on a, mais c'est vrai que quand tu commences à t'habituer à des combos Eleco à 5 000 € et des poids calibrés, quand tu les as plus, ça te fait bizarre. Mais c'est bien de revenir un peu aux sources, Mais tu c'est vois. ce que Oui. t'avais mis une story il y a pas longtemps, toi, sur ça. Et essayer d'ajouter de la variété dans son environnement aussi. Ouais, ça, c'est Parce que pour t'en les avais- athlètes qui saturent. Ouais, C'est ouais, pour les athlètes tu qui saturent. saturé ou je sais pas, t'es allé Mm. dans un fitness park, t'es vite Bah. revenu aux sources du coup. Ouais, non, mais enfin, mais c'est bête, hein, mais moi, je sais que des fois, quand je m'entraîne, bah, j'ai besoin de connaître personne et de parler à personne. Et en gros, bah, là où je m'en... Non, mais c'est... Moi, je lui parlerai plus, tu vois. Non mais il a raison parce que t'as des endroits où bah toi Ruben il a connu ça dans la salle où il avait des parts. C'est qu'il s'entraînait mais les gens ils viennent lui dire bonjour, il est en plein WOD, Non, mais il est en ici train de aussi. se concentrer. Bah ouais, c'est pour ça que je vais dans un Je fais mon endroit. squat, vous venez me chambrer sur mon squat. Mais tu vois, c'est ça. C'est pour ça que pendant une période, en fait, je m'entraînais à Espace Forme, donc sur les barres calibrées et tout, et j'allais faire mon renfort à Fitness Park. Mm. Parce qu'il est à 5 minutes en voiture, tu vois. Et le fait d'aller à Fitness... Non, mais C'est tu vois, énorme. c'est à côté. Pour Et- sa caisse pour les. J'en ai plein qui font ça. Hein. Ah ouais. Ouais, il y en a plein qui Ouais. ont des home gym avec juste le combo et le matos calibré. Ils font leur SBD, ensuite voiture 10 minutes, Basic Fit Fitness Park pour faire le renfo. Énorme. Avec les haltères, les machines. Et pourquoi tu faisais le renfort à Fitness Park? Parce que je connais personne et je pouvais me fumer au renfort. Et enfin, tu vois, Rester en j'étais focus. j'étais dans ma bulle et Ouais, c'est vrai que- c'était trop parce qu'en plus, l'assistance, c'est plus facile de se déconcentrer que le SBD, quoi, en plus. Ouais. Ouais, c'est surtout, ça fait déjà 1h30 que t'es à la salle et t'as grillé quelques cartouches avant. Même le changement d'environnement, ça aide, tu vois. Ouais. Enfin, à titre perso, pareil, en picking, moi, j'essaie de faire au moins 1 à 2 entraînements principaux ailleurs que dans ma salle. Déjà, parce que quand t'es avec d'autres personnes et tout, bah, finalement, t'as un effet un petit peu, tu sais, motivation. Je sais pas comment l'expliquer, mais pas que tu veux prouver aux autres que t'es fort, mais tu peux avoir tendance à plus t'impliquer dans ta séance parce que tu as fait l'effort de te déplacer, parce Ouais. que tu dois rentabiliser en fait, tu Mm. vois, ton temps. Donc déjà, il y a cet effet-là. Et en plus, quand tu as l'habitude de faire tes séances ailleurs, tu as cette capacité d'adaptation par rapport à l'espace, par rapport à l'endroit, par rapport au L'adversité, matériel. ouais. Et ça, quand tu arrives en compète, c'est bien parce que en compète, c'est toujours un petit peu différent, l'endroit, le matos et tout, quoi. Mm. Ça peut être intéressant de le mettre en place aussi.
Et du coup, même pareil pour Clélia, qui elle saturait de l'entraînement. Je lui ai dit, là, pendant ces 2 semaines, tu vas t'entraîner ailleurs. En fait, elle est allée à Basic Fit, je crois, ou Fitness Park. Et le matériel était compliqué pour de la FA, mais en fait, ça lui a permis de souffler, de changer d'environnement et de revenir bien, quoi. Et ça t'arrive de leur dire à tes coachings, ils disent ouais, j'en ai marre de la FA, va pas à la salle pendant 3 semaines. Non. On fait autre chose. Soit de changer d'environnement, soit j'adapte les séances pour qu'elles soient un peu plus fun, mais non, tu vas pas t'entraîner. Comme ça, tu vas pas t'entraîner. Non, mais tu vas pas t'entraîner avec un cadre, tu vois. Tu peux aller à la salle. À la salle pour juste bouger. Juste bouger, tu vois. Moi, sur les post-compètes, je leur mets séance upper uniquement et tu composes sur ton haut du corps. Pareil pour le bas du corps et séance SBD, maximum RPE6, après tu fais ce que tu veux. Tu vois, sur la semaine post-compète, ça donne de la flexibilité, mais tu donnes un minimum de cadre quand même. Voilà. Mais pas fait ce que tu veux de A à Z. Non, oui. C'est un peu trop, Tu mets ça à Théo en séance, il va te faire 200 push-ups, 200 des curls. Pumper, 3 jours de courbature. Je pensais que tu allais poser une question, pardon. Je t'ai vu ouvrir la bouche devant le micro, autant pour moi. Non, vas-y. Je pense que tu as des questions à poser. Je n'ai plus en particulier. Je trouve qu'on a bien fait le tour de la partie programmation et tout. Je pense que ce serait cool d'en refaire un, mais uniquement sur l'aspect business et athlète, en fait. Si tu veux. On est déjà à 2 heures, on va pas repenser sur ça. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, ok. pour terminer. On conclut ? Ouais. Ok. Merci d'être venus, les gars. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Ouais. Pour la canette. Elle a été broyée. Ouais. C'est Ruben, il m'a attendu en décalant ses jours d'entraînement. Non, mais là, il va te dire ouais, j'ai fait une bodega ce week-end, je suis désolé, Alexis. Non, mais ça, c'est pour les modalités un peu différentes. Tu vois, tu sors de la monotonie, de la saturation. Il faut de l'adversité. Du challenge. Je me suis mis 10 peines dans la gueule, je suis désolé, j'ai loupé 160. J'ai pas fait ça depuis l'été dernier. L'été arrive là. C'est vrai. Moi, je me fumais. C'est pas vrai. Merci d'avoir écouté l'épisode et puis aux prochaines. Ouais. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.